Regarde, un peu d'économie d'énergie. Bon, j'avais déjà fait une présentation l'année dernière, mais par vidéoconférence, ou c'était il y a 2 ans, je ne sais plus. Et je vous avais parlé de la démo que j'avais fait, Lotech, et donc je vous avais expliqué comment j'avais fait tout ça. Et donc après Lotech, j'avais plus tellement de projets. Et puis je me suis dit que j'avais envie d'apprendre le langage Rust. Et je me suis dit quoi faire en Rust d'intéressant au lieu d'un site web, de truc ou un driver. Et je me suis dit, bon, j'essaierais bien d'émuler un 6502, ce que j'avais jamais fait. Et donc me voilà tout parti pour apprendre Rust et émuler 6502. Il va sans dire qu'au bout de 2 semaines, j'étais dégoûté de Rust et j'avais juste compris que j'aurais jamais rien compris au 6502. Et donc Rust, très compliqué, et le 6502, méchamment plus compliqué que prévu. Donc j'ai mis tout ça de côté, et puis j'ai quand même essayé de continuer avec Rust. Et Rust, pour ceux qui n'en ont jamais fait, au début c'est un peu traumatisant quand même. Parce que Rust en fait est un compilateur, donc c'est un langage, mais c'est un langage qui a été fait pour vous amener à... c'est un truc qui est vraiment designé pour vous orienter vers une programmation avec beaucoup moins de problèmes de gestion de mémoire et de multithread. Mais il fait ça en fait en vous imposant subtilement un canevas de programmation et un canevas de pensée qui va vous mener à écrire des programmes plus corrects. Le problème, c'est que jamais personne vous dit qu'il y a un canevas de pensée. Et donc, le compilateur impose le canevas de pensée de manière brutale. Donc, en gros, ça veut dire qu'il ne compile pas un programme où il n'est pas d'accord avec. Et donc, au début de la programmation d'Acure Apple, je passais des semaines à changer le code parce que Rust ne voulait pas le compiler. Donc, c'est insupportable. Mais bon, passé ce cap. Entre-temps, j'ai aussi continué à regarder sur Internet et j'ai trouvé plein de choses. J'ai trouvé d'abord un émulateur Apple en Rust. Je me suis dit, merde, moi qui voulais avoir la primauté du truc, c'est raté. Émulateur qui marchait en fait pas, parce qu'il compilait plus, parce que Rust est un langage tout nouveau et donc la syntaxe évolue très fort. Donc j'ai passé 2-3 semaines à corriger ce code-là, pour arriver à un émulateur ultra basique, mais enfin bon, c'était quand même un émulateur qui avait le mérite d'exister. Et avec ça, en même temps, je suis tombé sur un bout de code, je ne sais plus qui m'a renseigné ça, qui émulait le 6502 au cycle près. Donc pour ceux qui ne savent pas, beaucoup d'émulateurs émulent le 6502 instruction par instruction. Mais quand on fait ça comme ça, on passe des petites subtilités dans le timing de certaines choses, et notamment toutes les démos qui fonctionnent au cycle près, comme on dit, qui ont besoin d'être très précises sur l'affichage, ont besoin d'une résolution très forte dans l'émulation, et donc il faut descendre au niveau de ce qu'on appelle du cycle près. Donc chaque instruction est exécutée en 1, 2, 3 cycles, et dans chaque cycle il se passe quelque chose. Et c'est affreusement compliqué à programmer quand on ne sait pas ce qu'on fait, ce qui est mon cas. Et donc j'ai trouvé sur Internet un type qui avait écrit tout un machin en C, et donc que j'ai converti de C vers Rust. Voilà. Donc me voilà avec un Super 6502, un émulateur plus que caboteux, et à peu près rien qui marche. Et essentiellement, en fait, quand je dis que l'émulateur marche, il démarrait à peine. Donc j'étais face à un gros pépin, dans la mesure où moi je ne connais pas très bien Apple quand je commençais à écrire ça. Et donc, comment faire pour arriver à faire booter un truc qu'on ne connaît pas? Alors c'est pas compliqué, on regarde comment la concurrence fait. Donc j'ai été chercher un autre émulateur qui est développé par un mec qui s'appelle Shamus, qui est un émulateur pas très puissant, mais dont le code était suffisamment clair pour que je puisse piquer dedans. Et donc ce que j'ai fait, j'ai tracé l'exécution de cet émulateur-là pendant une séquence de boot, donc pendant quelques secondes. J'enregistrais toutes les instructions que ce truc-là faisait, l'état de tous les registres, donc ça me fait un log énorme. Et après, j'ai reparcouru ce log en parallèle avec mon émulateur et pour voir, ok, ça je le fais pas. Et donc instruction par instruction, et ça m'a permis de voir les 2-3 points dans la ROM de l'Apple où il y a des petits tests de compatibilité qui sont faits et où, si la qualité de l'émulation n'est pas suffisante, ces tests ne marchent pas, donc la ROM arrête tout et le boot ne fonctionne pas. Et donc avec ça, je suis arrivé au niveau 0 de mon émulation, et mon PC s'est barré. Voilà, il est revenu. Hop.
quelques images. Rien de machin. Voilà, donc ça c'était mon niveau 0 d'émulation. Après ça, qu'est-ce qui a fait que j'ai continué ce truc? Plusieurs choses. La première, c'est que j'avais envie de reproduire le son de l'Apple. Je ne sais pas pourquoi, c'est dans mon souvenir le truc qui m'a plus marqué. Donc je voulais reproduire le son du speaker comme à l'identique, donc avec la même chaleur, entre guillemets, ou la même nasillardesse. Je voulais aussi un peu mieux comprendre comment marchent les protections. Donc ça m'a beaucoup fait courir. Et aussi, dans le même temps, j'étais sur le channel Discord, où vous êtes peut-être un peu tous. Et là, il y a Aldoricet qui s'est pointé, que tout le monde connaît. Et donc moi, quand j'étais petit, Aldoricet, c'était un peu ma star, quoi. Et j'apprends qu'Aldoricet est en train de travailler sur un émulateur aussi. Et donc là, je me suis dit, revanche du passé, j'aurai mon émulateur avant lui. Et donc ça m'a beaucoup motivé pendant un mois ou deux. Et donc j'ai avancé. Et donc voilà, donc je suis arrivé tout doucement à un émulateur qui émule vraiment beaucoup de choses. Là, ce que vous voyez, j'ai fini parce qu'évidemment, quand on fait un émulateur, on a besoin de débugger tôt ou tard, et donc on n'échappe pas au fait qu'on écrit son propre débugger. Donc ça, c'est mon débugger. Il est encore très embryonnaire, il est surtout buggé, mais enfin, en attendant, ça permet de tracer ce que l'émulateur fait, d'afficher l'état de tous les registres internes dont on a besoin. Je ne sais même plus lire, voilà, soit ici c'est le lecteur, le floppy disk, il doit y avoir ici la Mockingboard. Donc au final, qu'est-ce que j'émule? La plupart des modes graphiques, le Mockingboard, le speaker, pas toute la RAM malheureusement, le joystick, le clavier, non, truc très intéressant. J'ai aussi dedans mis ce qu'il fallait pour pouvoir enregistrer des séquences vidéo plus facilement. Donc j'enregistre toutes les images et après on peut recombiner les images avec ce qu'on veut pour faire une vidéo. Et ça permet d'être sûr qu'on a le 50 Hz. J'ai fait aussi, donc on peut le scripter, donc il y a plein de commandes de script, donc ça c'est pratique pour faire des tests. Donc ce que je fais c'est que, ici voilà c'est pour la démo de French Touch, je ne sais plus laquelle, donc je démarre l'enregistrement du son, puis l'enregistrement de la vidéo, j'attends 6 secondes, je lui demande de frapper B-Run Old School parce qu'il faut la taper, il faut la démarrer à la main, j'attends encore 65 secondes et puis je termine l'enregistrement et je quitte l'émulateur, donc ça permet de... C'est pratique, quoi. En tout cas, moi, dans mes tests, j'ai beaucoup besoin de ce truc pour redémarrer les mêmes machins. Donc, je parlais de Rust. Donc, il est utile, Rust, pour aider à faire du code qui marche bien du point de vue des threads. Et donc, mon émulateur est assez bien multithread, ce que pas beaucoup de gens font, je crois. Donc, grosso modo, il y a tout le code de l'émulateur qui fait tout, y compris la production de la vidéo, du son, etc. Mais après, tous les post-processing, le debugger, tout ça, c'est fait dans des threads un peu à part. Donc ça me permet de garder le code assez simple. Comme ici, tout est synchrone. Donc je n'ai pas de problème de timing. Toute l'émulation a un début, une fin. Je sais exactement comment le temps passe dans l'émulateur. Et les autres n'ont qu'à suivre pour faire l'affichage. Donc après, je peux avoir une différence entre la vitesse de l'émulateur et la vitesse d'affichage. Mais personnellement, je m'en fous dans la mesure où tout ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à produire des vidéos correctes. Et donc, les vidéos, elles sont produites ici, dans un seul thread. Et si là, c'est correct, moi, je suis content. Bon, voilà. Bon, tout ça, c'est bien. J'ai un émulateur, il fonctionne dans 99% des cas. Alors, la question, c'est comment on passe de 99 à 99,9. Et c'est là que ça devient compliqué. Ça, c'est le circuit vidéo de l'Apple. Donc, il y a... Enfin, c'est un schéma, c'est pas le vrai circuit, mais donc ça vient du bouquin Jim Satter. Donc je me suis beaucoup... en fait, l'essentiel des informations que j'ai utilisées, ça vient du bouquin de Jim Satter qui s'appelle Understanding Apple. C'est vraiment une mine d'informations, ce bouquin-là. C'est surtout très précis, le mec qui a fait ça, moi, c'est hallucinant, le niveau de détail qu'il avait, de la compréhension du truc, c'est vraiment fou. Et donc, où est-ce que j'en suis ? Ah, voilà. Donc, le premier truc que j'ai fait assez naïvement, c'est j'ai pris tous les modes graphiques et pour chaque mode graphique, j'ai écrit la petite routine de rendu pour ce mode graphique-là. Donc, j'ai une routine pour le 80 colonnes, une routine pour la haute résolution, une routine pour la basse résolution, pour le mode texte 40 colonnes, etc.
Ça c'est bien joli, mais donc c'est un peu chiant, il faut plein de routines différentes. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que l'Apple génère en fait tous ces signaux avec le même circuit électronique. Tout ce qu'ils font, c'est en fait reconfigurer discrètement le même hardware, et grâce à ça, on arrive à produire tout en même temps. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc que je voulais faire, c'était l'affichage composite, donc faire la conversion comme une télévision. Et ça, je voulais le faire juste personnellement parce qu'il y avait un petit peu des mathématiques derrière et j'avais envie de comprendre comment ça marche, les filtres et tous ces machins-là. Mais le fait est que ces deux objectifs, donc faire du composite et examiner un peu comment ça marche le circuit vidéo, se regroupent parce qu'en fait, si on arrive à émuler grosso modo les 4 blocs, donc celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, en fait, avec 4 micro-briques logiciels, en fait, on sait refaire tous les modes graphiques de l'Apple et on n'a pas besoin de faire des if je suis dans tel mode graphique, if je suis dans tel mode graphique. Ça permet en fait de rendre le code, je trouve, plus élégant. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je suis en train de faire. C'est pas hyper facile. Donc le système graphique de l'Apple, grosso modo, comment ça marche? Il y a ce qu'on appelle le scanner qui va lire la mémoire, qui va chercher les bytes à afficher à l'écran. Les bytes, il les achemine, comme j'ai pu comprendre, plutôt il les utilise pour mapper, pour faire un mapping avec une ROM vidéo, donc qui permet par exemple de transformer les bytes de la mémoire texte dans les pixels des caractères, donc passer de, je sais pas moi, du code 63 à la lettre A. Ça, c'est le truc de la ROM vidéo. Et après, tous les bits qui sortent de la ROM vidéo sont mis dans un shifter. Donc ça tourne comme ça, en fait. Et ce machin-là, en fait, va sortir les bits un par un. Et c'est ces bits qui sortent un par un qui vont faire le signal vidéo, en fait. Donc le signal de l'Apple, il est vraiment tout con. Il est binaire, c'est 0, 1, 0, 1. Et toute la magie, c'est que... ils arrivent quand même à coder là-dedans l'information de couleur, d'intensité, tout le signal YIQ du signal composite. Donc c'est plutôt futé en fait. Et donc pour le moment, j'ai refait ça. En fait, j'ai refait le scanner, j'ai refait pas encore la ROM, mais j'ai fait ce machin-là, le shifter. Et donc quand on fait ça, alléluia, on a un mode composite qui marche comme il doit. Quoi. Mais ça, c'est 99,9%. Après, il y a 99,99%. Et ça, 99,9%, c'est ces machins-là. Ça, c'est ce qui m'occupait ce matin. Donc, l'Apple n'aime pas beaucoup qu'on change de mode graphique. Donc, pour ceux qui ne savent pas, mais je crois que tout le monde sait ici. Donc, l'affichage se fait ligne par ligne, et puis on va de haut en bas. Et donc, ce qui se passe, c'est que... normalement, on affiche un écran graphique haute résolution, et puis c'est bien. Et puis il y a des petits malins, notamment celui-là au fond de la classe, qui changent de mode graphique en plein milieu du jeu de quilles, donc en plein milieu d'une ligne. Et ici, en fait, ces deux extraits, vous ne la reconnaissez pas, mais c'est la démo, je ne sais plus laquelle, de French Touch. En fait, il faut imaginer qu'ici, il y a un gros dessin de télé, et il y a des bandes de couleurs qui circulent en haut, à gauche et à droite de l'image. C'est les bandes de couleurs. Ces trucs-là, c'est en basse résolution. Ça, c'est la haute résolution. Donc, c'est la partie gauche de l'image, partie droite de l'image. À nouveau, haute résolution, basse résolution. Et donc, en théorie, les bandes bleues devraient aller jusqu'à cette bordure-ci et devraient commencer à cette bordure-ci. Et je suis sûr que vous voyez, j'espère, un peu quand même de loin. C'est pas du tout ça qui se passe. En fait, au moment où on change de mode graphique, le circuit graphique de l'Apple déconne un peu et arrête d'afficher l'image comme elle devrait et commence à afficher n'importe quoi. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que, si je reprends ma petite image là, enfin ce qui se passe, moi je vous parle de manière affirmative, mais en fait j'en sais rien, je devine que ce qui se passe, c'est que au moment où on change, donc juste avant de changer le mode graphique, on est en basse résolution, le machin a chargé les bits de la basse résolution, il les a mis là, et il commence à les sortir vers la vidéo. Et puis on change de résolution, mais les bits sont encore là. Donc c'est les bits de la basse résolution qui vont commencer à être affichés en haute résolution. Et le petit truc qui se produit, c'est que la vitesse de sortie des bits ici va diminuer par 2 quand on passe en haute résolution. Ça paraît un peu contre-intuitif, mais c'est vraiment ça qui se passe.
Et donc, ce qui arrive, c'est qu'on se met à afficher des bits de la mémoire basse résolution en haute résolution, et vice-versa de l'autre côté du truc. Et donc, il y a un décalage entre le chargement de la mémoire et la sortie des bits dans le signal composite. Et donc, ça produit des artefacts, enfin, des trucs bizarres. Par exemple, en mode texte, c'est assez visible. Donc ici, c'est un type qui avait posté ça il y a quelques temps sur Internet. Il passe du mode texte à la basse résolution. Et vous voyez ici, le vrai mot, c'est assembled. Et vous voyez qu'en fait, la lettre qui devrait être là, c'est le B. Et là, elle apparaît 2 fois en rétréci. Et pourquoi? Parce que les bits de la lettre B sont dans le registre de shift. Et il va faire 2 fois le tour très vite. Donc au lieu de l'écrire lentement en full, il va l'écrire 2 fois en court. Et donc on voit clairement ici les deux machins se reproduire. C'est très tordu. Voilà. Et donc le fin du fin, maintenant, c'est d'émuler ça. Donc de ce côté-ci, tout ce que je viens de vous expliquer, à mon avis, est vrai parce que j'arrive à reproduire. Cette image-là, c'est reproduit, ça devient de l'émulateur et ça correspond peu ou prou à ce qui se passe en vrai. Par contre, de ce côté-ci, j'arrive à reproduire le bug ici et j'arrive pas là. Donc pour ici, j'ai pas de modèle mental, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, je viens quémander un peu chez tout le monde pour faire des photos de l'écran avec un écran qui marche plus ou moins, puisqu'on a vu que ça ne marchait pas sur nos PC, où en fait je déclenche le bug pour essayer de comprendre pixel par pixel qu'est-ce qui se passe, parce que là, ici, je ne comprends pas. Bon, ça c'était mode graphique. Donc on a 99,9%. Après, je ne sais pas ce qu'il y a, j'imagine que tôt ou tard, quelqu'un me sortira un truc. Blablabla. Ouais, si un jour vous voulez faire un filtre composite, donc passer du signal de l'Apple au signal composite, c'est assez rigolo, mais c'est pas si simple. Donc mathématiquement, c'est ça. Bon, je ne vous fais pas le développement, hein, voilà. Mais en gros, ça revient à prendre un signal, filtrer une partie, prendre ce qui reste, faire un petit calcul magique, filtrer 2 fois, et donc on a les 3 signaux, Y, IQ. Donc Y, c'est la luminance, donc c'est est-ce que le signal est plus ou moins lumineux, et IQ, c'est la couleur, et donc c'est la teinte du signal. Il y a aussi une histoire de saturation, je crois. Bon, les maths, c'est pas compliqué. Le problème, c'est comment on fait ça en temps réel. Donc il y a des malins, les gens d'AppleWin, ils y arrivent. Moi, j'y arrive pas encore très bien. Et je pense que ça vient de mon implémentation, évidemment. Et donc, tout le problème, c'est pas de séparer les signaux quand on fait le composite, c'est de faire les filtres. Et pourquoi c'est un problème? Parce que le signal est en fait très binaire, puisque je vous ai dit, ça sort des bits, donc c'est 0 ou 1. Et ça, les filtres fréquentiels, donc pour faire passe haut, passe bas, ils n'aiment pas du tout les signaux comme ça. Donc c'est compliqué d'avoir un bon filtre. Alors je tâtonne encore. Pour le moment, j'ai un filtre, pour ceux que ça intéresse, Kaiser, mais j'ai vu qu'il y a des petits malins qui utilisent une combinaison sinus cardinal et filtre Hahn. Je ne sais pas très bien ce que c'est la différence, mais le fait est que dans mes tests, ce truc marche 10 fois mieux. 10 fois mieux, mais le pépin, c'est qu'il me coûte une blinde. Pourquoi? Parce qu'un truc comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça examine quelques bits qui sont sortis de votre signal composite, par exemple, dans ce cas-ci, une quinzaine, et avec ces 15-là, il applique un filtre. Donc ça équivaut à multiplier chacun des bits par un chiffre magique, faire la somme de tout, faire 2-3 calculs en plus, et boum, on a RGB. Le problème, c'est que à 15 multiplications par pixel, ça m'en fait 560 x 15, ça fait une armée de multiplications, et les performances de mon émulateur se cassent la gueule solidement. Donc, moi j'avais quand même réussi à bidouiller une optimisation avec une table plus ou moins bien foutue, de précalcul de tout, mais ça marche que quand on a un petit nombre de bits. Donc là, je sens que je vais passer à OpenGL. Bon, c'est un peu facile, mais c'est tellement plus puissant que... Voilà. Donc, si vous faites un jour du composite, sachez que le problème, c'est le filtrage. Le filtrage, ça, c'est compliqué. Et puis, alors, il y a des histoires d'artefacts, c'est pas très chouette, mais vous voyez, quand c'est pas bien fait, il y a plein d'émulateurs qui ont ce problème, ça fait des bandes comme ça, donc techniquement, ça devrait être vert tout plein, mais parce que mon filtre n'est pas très bon, j'introduis des alternances comme ça, vert clair, vert foncé. C'est assez bof, quoi. Donc, j'ai pas fini. Le fait est que, en tout cas, j'ai trouvé maintenant un filtre composite qui marche bien. Donc, c'est un mec sur Internet qui a posté un shader quelque part perdu sur Internet. Et donc, j'ai retrouvé les équations. C'est pas très compliqué. Je l'ai déjà reprogrammé. Je vois comment ça marche. Ça marche beaucoup mieux. C'est juste assez gourmand. Bon,
Ah oui, il y a un truc marrant, je me suis amusé aussi à dessiner, donc quand je vous ai dit, je prends une fenêtre de 15 bits ou 10 bits, ça dépend, bon, bref, et de ça je sors un pixel. Donc ça veut dire que si j'ai 10 bits, j'ai 2 exposants 10 possibilités, donc je sais que parmi toutes les couleurs possibles, j'en sortirai que jamais 2 exposants 10. Donc je les ai toutes générées, et je les ai foutues dans un graphe, donc c'est RGB, les axes, et en fait on voit que c'est assez marrant, mais il y en a plein qui sont groupés, donc ça donne l'intuition qu'on pourrait en fait simplifier le calcul, puisqu'il y a plein de points qui se ressemblent, mais après il faut voir comment. Mais bon, voilà, c'est un truc en cours dans ma tête. Hein. Et si je fais en OpenGL, j'en ai rien à foutre, quoi. Le truc OpenGL, ils fonce à crever. Vraiment, on se casse plus la tête à réfléchir à la performance. Mais le problème d'OpenGL, c'est que c'est un peu compliqué sur la portabilité. Donc je ne sais pas trop, est-ce que ça marchait sur toutes les plateformes, ou je vais rentrer dans un enfer de drivers dans tous les sens. Je sais pas, j'aimerais autant pas en faire. Bon, ça c'était le composite. Donc pour le vidéo, je crois que je suis proche de fini, quoi, mais pas encore tout à fait. Mais en tout cas, j'ai des prototypes pour tout ce que je vous raconte, donc je sais qu'en théorie, au moins, ça fonctionne. Après, il y a le floppy. Donc le floppy, moi j'ai pas de dessin, tant pis, c'est bizarre, je crois que je vais en avoir. Bon, le floppy. Donc au début, mon émulateur, il prenait des DSK, et les DSK, en fait, c'est déjà des bytes, et donc ça donne une information qui marche pour la plupart des jeux qui ne sont pas protégés. Mais dès que les jeux sont protégés, là, ça devient un peu le bordel. Et donc il y a moyen de faire du bazar de plein de manières différentes. Donc les protections ont 100 000 manières d'exploiter le hardware très limité, mais hardware quand même de l'Apple. Et donc assez rapidement, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une émulation pratiquement complète. Et donc le niveau le meilleur pour commencer, c'est les fichiers WAS, que vous connaissez tous. Et donc un fichier WAS, qu'est-ce qui stocke je me rends compte que je devais relire ça avant de vous parler, je ne l'ai pas fait. Je ne sais plus très bien ce qu'il stocke. Je pense qu'il stocke des 1 et des 0. Et avec ça, vous pouvez être très proche de 100% d'émulation, mais on n'y est pas encore. Donc, le hardware, qu'est-ce qu'il fait? Pour ceux qui ne savent pas, il y a 2 chips, en fait, encore une fois, c'est la compréhension que j'ai, 2 chips qui travaillent de concert pour faire la lecture des bits sur le disque. Donc, le premier, c'est celui-là, avec son nom un peu barbare. Que fait ce truc? Donc la tête de lecture est sur une piste et elle lit un signal électrique qui est complètement analogique, analogue c'est de l'anglais, complètement analogique. Et donc le but de ce machin-là, c'est de détecter des changements de flux, donc des 0 ou des 1. C'est les changements de flux magnétiques, qui indiquent la présence d'un 0 ou d'un 1. Mais ce truc, donc le problème, c'est que sur un floppy, il a plein de bruit, c'est un environnement pas très cool pour stocker de l'information. Donc ce machin-là, lui, il va nettoyer cette info. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il écoute. Quand il voit un changement de flux, il sort un 1 pendant une microseconde, je pense. Quand il voit 0, il sort un 0 pendant aussi une microseconde. Tout devient compliqué quand il y a plusieurs zéros d'affilée, parce que quand il y a plusieurs zéros d'affilée, ce machin-là est devant un gros problème. Il se dit de 2 choses l'une. Ou c'est bien 0, ou bien c'est un 1 un peu trop, que je n'ai pas entendu. Ou dans l'autre sens, c'est un 0, 1, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, il va se mettre à amplifier le signal qu'il lit sur la disquette en se disant, je vais trouver quelque chose. Et donc, parfois, ça marche, donc il va corriger sa lecture tout à fait bien. Mais s'il y a pendant trop longtemps pas de signal sur la disquette, il va se mettre à amplifier comme un sauvage et il va commencer à générer des bits qui n'existent pas en fait. Et il va faire ça de manière complètement aléatoire. Et ce truc-là est utilisé comme système parfois de protection, en ce sens qu'on fait des secteurs avec rien dessus, que la protection va lire, elle sait qu'elle doit avoir quelque chose d'aléatoire, donc elle va lire 2-3 fois le même secteur, vérifier qu'elle ne lit jamais 2 fois la même chose. Et tous les copieurs vont se faire niquer, puisque eux, ils vont essayer de lire, et ils vont dire « Ah ben j'ai bien lu, c'est bon », et donc j'écris, et eux, ils vont figer l'information. Donc ce qui était un truc qui était dans un signal qui finissait par donner aléatoire, après la copie va devenir pas aléatoire. Et donc, le seul moyen d'émuler ça correctement, c'est d'avoir une émulation à ce niveau-là. Et les mecs qui ont fait les WAS ne sont pas cons, parce que c'est exactement ça qu'ils vous donnent. Ils vous donnent la sortie du LM3470. Ce qu'il ne vous donne pas, c'est le fait qu'il va y avoir parfois des bits qui vont devenir aléatoires. Donc ça, il faut l'émuler soi-même. Mais le seul moyen de le faire, c'est de travailler au niveau de ce chip-là.
Donc ce chip-là, qu'est-ce qu'il fait? Il sort des pulses de 1 microseconde. Le problème, c'est qu'il ne va pas sortir un pulse 1 microseconde et puis par exemple pas de pulse pendant 2 microsecondes. C'est pas ça qui se passe. C'est un pulse 1 microseconde de temps en temps. La seule garantie qu'on a, c'est la durée, mais certainement pas le moment de début. Et donc c'est le boulot de ce chip-là d'interpréter ces machins. Donc il va aller échantillonner sur une base régulière et c'est lui qui va lire les 1 microseconde aux intervalles qu'il faut pour ensuite reconstituer les nibbles en fait. Vous avez déjà entendu parler, c'est des nibbles. Donc en gros, il va accumuler, je pense que c'est 7 bits, et il va les sortir. Alors aussi, pourquoi est-ce que ce truc existe? C'est pas juste pour faire ça, mais c'est parce que pour éviter ce problème d'absence de signal trop longtemps, quand on encode les données sur un floppy, on veille à ce qu'il y ait suffisamment de 0 et de 1 qui se suivent et qui alternent. Et donc, avec ça, on arrive à éviter d'avoir des longues périodes silencieuses. Et donc, ce truc-là, en fait, va redécoder les choses comme ça. Voilà. Donc, j'ai implémenté ça. Et une fois que vous faites ça, il y a pas mal de protection qui marchent, mais il y a encore plein de trucs qui ne marchent pas. Et alors pourquoi? Alors là, c'est un peu la fête, c'est pas le futur. Je me rends compte qu'il manque des slides, c'est pas grave, alors je vais vous le faire oralement. Donc, il y a plein de trucs rigolos. Le premier, c'est que ce machin-là, on peut écrire dedans, et forcément, puisque des fois on a envie d'écrire vers la disquette, donc c'est à deux sens. Et donc, il y a des petits malins qui s'amusent en fait à casser en fait son travail. Donc, il est en plein milieu de décodage d'un nibble, et donc la protection va écrire dans le registre pour casser le décodage, pour le forcer à redémarrer à un endroit un peu bizarre sur la disquette. Donc, il faut émuler ça correctement pour que ces effets-là marchent. Après, il y a la lecture des pistes. Donc, vous savez qu'il y a 36 pistes sur un floppy, 40, 36, je ne sais plus. Alors, il y a la question des demi-pistes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le moteur pas à pas du floppy, en fait, il avance par demi-pas. Donc, pour aller d'une piste à l'autre, on lui demande de faire 2 demi-pas à gauche ou 2 demi-pas à droite. Alors, il y a évidemment des malins qui se sont dit « Ah, mais très bien, on va juste avancer, on va décaler de temps en temps d'un demi-pas, ça fera chier le système de copie, qui ne sait pas, lui, qu'il faut décaler pour lire correctement. » Donc, ça, c'est une première chose. Donc, il faut émuler correctement le mouvement de la tête de lecture. Pareil, les fichiers WAS sont très malins, donc eux, ils descendent à la résolution de piste qu'il faut. Mais les demi-pistes, c'est pas encore assez. Il y a moyen de descendre au quart de piste. Comment on fait? Donc le moteur pas à pas, il faut voir ça. Donc il y a un rotor et un stator. Donc il y a quatre aimants. Et donc pour faire des demi-pas, on allume un aimant, on éteint l'autre et on fait avancer cloum, cloum de quart de tour. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est au moment où le rotor est lancé, c'est d'allumer deux trucs, deux aimants, je vais y arriver, et donc on cale en fait la tête de lecture sur un quart de piste. Donc 0 piste, une demi-piste, et le gars il fait 0, et il le coince juste là, et ça fait un quart. Et donc il y a des petits malins qui font des disquettes au quart de piste. Donc pareil, là il faut émuler le truc correctement. Enfin, il y a des petits zigotos qui s'amusent aussi à éteindre le lecteur de disquette et à continuer à lire ce qui se passe quand même. Et là, je ne serais pas surpris qu'il y ait des histoires de timing, de ralentissement de lecture, et ça, je n'ai pas encore fait. Donc, avec tout ça, je fais tourner, pareil, 99,9% des jeux. Il n'y a que 2 ou 3 protections, je sais, qui ne marchent pas. Donc, il y a Load Runner Championship. Il y a Sundoc, Frozen Legacy, qui ne démarre pas. Mais elles sont connues pour être les protections les plus dingues du truc. Donc, là, j'ai encore un petit boulot d'analyse pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et je ne suis pas tout seul. Donc, vous connaissez sûrement le type qui s'appelle 4AM, qui fait plein de copies de disquettes dans tous les sens, qui a repiraté des dizaines de logiciels. Et ce gars est très généreux. Et donc, chaque fois qu'il pirate un truc, il vous donne tout l'historique de son piratage. Et donc, je sais, en fait, a priori, comment les protections fonctionnent avant de commencer. Donc, c'est beaucoup plus facile pour débugger. Sans ça, je ne serais pas en train de vous parler. Il aurait fallu 15 ans pour programmer ce truc-là. Il ne faut jamais perdre de vue que moi j'arrive après déjà une longue tradition d'écriture d'émulateurs, donc même si j'ai jamais été voir ou très très peu le code des autres parce qu'en fait c'est pas très utile, il y a quand même énormément d'informations qui flottent sur Internet.
Donc pareil, là, le but c'est d'atteindre les 100% tôt ou tard, donc j'espère que je suis plus très très loin du truc. Et quand je serai vraiment en forme, en fait, j'ai appris ça de Jean-François hier. Avant les fichiers WAS, il y a les fichiers A2R, qui sont en fait des fichiers qui enregistrent réellement le flux magnétique de la disquette. Et donc, ce qui serait vraiment top, c'est de lire ce truc, le flux magnétique, et puis d'arriver à refaire vraiment la simulation du LM3470 sur cette base-là. Comme ça, j'aurais vraiment une émulation totale, quoi. Et puis, ça pose des jolis challenges au niveau du traitement de données, encore une fois. Et moi, c'est beaucoup ça qui m'intéresse dans tout ça, quoi. C'est surtout le traitement de données. Donc j'ai fait le son aussi, mais le son est un peu pourri pour le moment, parce que je sors vraiment le signal speaker directement, et quand on fait comme ça, bon bah ça marche, mais c'est pas très heureux. Donc pareil, là je suis sûr qu'il y a moyen d'améliorer les choses, et j'aimerais vraiment faire une simulation du son d'Apple en faisant un filtrage audio correct pour transformer le signal qui est envoyé au speaker et arriver à sortir quelque chose qui sonne vraiment comme un Apple. Bon, voilà. Sinon, quand j'aurai fait tout ça, donc les bugs vidéo, je vous en ai parlé, le son speaker, je vous ai parlé, composite, les protections. Ouais, avoir un vrai débugger, ce serait bien. Le code floppy, il faut savoir que pour que je puisse l'émuler comme ça, en fait, il tourne à 2 MHz au lieu de 1. Et le problème, c'est que si on veut que ça marche vraiment bien, on est obligé en fait d'émuler le floppy en même temps que le CPU, parce qu'ils interagissent de manière très proche l'un de l'autre. Et donc ça veut dire que je dois émuler 2 processeurs, dont un à 2 MHz, alors ça coûte un peu quand même en CPU. Donc sur mon PC, là, ça va, mais c'est quand même chargé. Voilà. Et après, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire tourner tous les jeux tous d'un coup et faire une vidéo 35 heures, tous les jeux. Ben, en fait, comme il est scripté, c'est pas très compliqué. Alors le challenge, là, c'est d'arriver à faire en sorte que l'émulateur sache qu'à un moment donné, il doit taper sur Enter pour passer l'écran de sélection ou que sais-je. Bon, ça, ce sera pour après. Voilà, donc après des mois et des mois, donc ça m'a mis 1 an et demi, je pense, pour faire tout ça. C'est pas exactement facile. En fait, le plus dur, c'est que parfois, on ne sait pas ce qu'on doit faire, en fait. Donc, il faut vraiment gratter les documentations pour arriver à comprendre le truc. Et aussi, le problème, c'est que tous les comportements à la marge, évidemment, ils ne sont pas du tout documentés, quoi. Donc ça, il faut les deviner par ailleurs, poser des questions. Mais bon, voilà, moi, ça m'a permis de rencontrer, de papoter avec plein de gens, c'est chouette. J'ai un public. Et voilà, donc... voilà, quoi. C'était mon émulateur. L'année prochaine, j'espère qu'il sera presque fini. Bon, maintenant, moi, je n'ai pas pour ambition de faire l'émulateur total ou tout le hardware. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'avoir... En fait, ce que je me suis dit, c'est que quand je lis le code d'AppleWin, par exemple, c'est imbitable, le code d'AppleWin. Il y a très peu de documentation, c'est compliqué. Donc, j'essaye autant que possible. Donc, j'ai un peu mis de côté, mais de bien documenter le mien, de sorte que si quelqu'un veut une fois écrire un autre émulateur, qu'il soit découragé tout de suite, qui voit que, ok, c'est bon, tout est fait, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Sinon, Rust, je vous recommande vraiment si vous voulez travailler avec un langage de programmation qui va vous apprendre quelque chose, honnêtement, ça vaut le coup d'essayer. Maintenant, il faut être prêt à payer le prix. Hein. Le prix à payer, c'est il ne compilera pas votre code, quoi. Et il va refuser pendant des jours et des jours, quoi, en vous disant ouais, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et pour faire une bêtise, il faut des plombes, quoi. Mais une fois qu'on a compris le système, après ça devient beaucoup plus facile, quoi. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est commencer par les threads. Donc les threads, c'est là où il est le plus malin. Et là, les threads, c'est infernal, quoi. Ils vous obligent vraiment à changer votre manière de voir les choses, à changer votre conception. Ils vous poussent vers ça, mais ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Vraiment, ça vaut la peine de l'essayer pour se rendre compte. Mais il faut un vrai projet, parce que si c'est faire pris le bonjour, vous ne vous rendrez jamais compte de tout ce qu'il fait pour vous, quoi. Sinon, voilà, le truc est portable grâce à Rust, ça c'est bien. Donc, j'ai pas encore essayé, mais je sais, parce qu'il y a des gens qui ont été gentils, je pense que... J'ai oublié ton prénom, je suis désolé, ma mémoire est très très mauvaise. Tu l'avais essayé sur Mac, donc ça a marché, je crois, donc alléluia. Il y en a qui ont essayé sur Raspberry. Moi, je le tourne sur Windows
aujourd'hui parce que voilà, mais sinon à la maison c'est sur Linux, ça va très bien. Et quand j'aurai un peu de temps, je ferai la version Android parce que voilà, ça marche. Et il y a Android et il y a l'autre truc à la mode, la WASM. Voilà. On pourrait l'avoir dans un browser en JavaScript, je sais pas quoi. Bon, voilà, j'ai fait le tour du truc. C'est assez chaud. Donc, ah oui, et le truc aussi, c'est que moi je vous raconte tout ça, mais j'ai pas d'Apple. Donc, voilà, ça c'est un peu dommage. Et donc, vous voyez que sans Apple, on peut faire beaucoup de choses. Alors, j'ai eu besoin de parfois l'aide d'un ou l'autre sur le forum, sur le Discord. Donc, il y a des gens très gentils qui ont bien voulu faire un test ou deux pour moi. Mais en préparant bien ces tests et tout, il y a moyen de déranger les gens très peu, de leur demander juste un micro-truc. Et rien qu'avec ça, on arrive à tirer beaucoup d'informations. Mais je risque de revenir vers vous avec des demandes. Parce qu'en fait, tout le délire, c'est est-ce que je dois acheter un Apple ou pas? Alors, est-ce que 500 boules pour un Apple, ça vaut la peine? Alors que, in fine, je vais peut-être l'utiliser 15 secondes. Parce que je ne suis pas particulier. D'ailleurs, je me méfie de la nostalgie. C'est pas bon pour ma tête. Alors, je ne suis pas sûr qu'avoir ça à la maison, c'est très bien. Mais donc, voilà. Donc, est-ce que l'émulateur est prêt pour faire des démos avec? Non, c'est encore un peu trop tôt. Donc, à mon avis, on sera tous morts quand l'émulateur sera prêt. Mais en attendant, voilà, c'est fun à écrire et puis c'est gai de partager les trucs. Donc, de temps en temps, je pose des vidéos, mais je fais beaucoup de promos parce qu'en fait, développer tout seul dans son coin, c'est un peu mort. Donc, je poste régulièrement ce que je fais sur Discord pour vous tenir au courant, quoi. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais moi, ça me fait du bien. C'est quoi la machine que tu émules Ah, c'est Apple II F, comme Frankenstein. Je l'avais écrit, c'est pas une blague, parce qu'en fait, je sais pas. Le fait est que j'ai une approche très... Décidément, il manque plein de trucs. Je crois qu'il a récupéré le fichier et qu'il devait... Enfin bref. Mais c'est Understanding Apple II ou Apple IIe? Ah, alors je me suis rendu compte il y a un mois qu'il y avait les deux bouquins. Je ne savais pas. Mais il y a Apple II et Apple IIe. Et justement, je me suis rendu compte parce que le schéma du signal vidéo, de ce truc-là, en fait, il y a une différence ici. Donc, selon le truc, soit c'est un shifter à 8 bits, donc on les voit ici, A, B, C, D, E, F, et donc les bits, donc ça cycle, je crois, comme ça, je ne sais plus si c'est vers le haut ou vers le bas. Mais dans d'autres références, en fait, on nous explique qu'il y a deux registres de 4 bits qui sont configurés soit pour fonctionner indépendamment l'un de l'autre, soit en série. Et là, mystère, j'ai toujours pas l'explication, quoi. Effectivement, donc il y a les deux. Et donc moi, l'Apple que j'ai mis, c'est j'en sais rien, parce que je suis guidé par autre chose, en fait. Donc, soit je m'intéresse aux protections, et donc je me dis, je bosse jusqu'à ce que... comment on dit les jeunes maintenant, je try hard, les gosses ils me diraient ça, jusqu'à ce que j'ai tout qui passe, et je m'en fous de ce que j'émule. Et pareil pour le vidéo, tant que j'aurai pas mes bugs d'affichage, je continuerai là-dessus, et puis un beau jour on me dira ce que c'est. Mais après, quel hardware j'émule vraiment, je ne sais pas. Si tu fais tourner les votre FrameTouch, tu as forcément 128K. Tu émules forcément un 2E déjà. J'ai 128K dans mon émulateur. Tu les fais tourner ou pas? Bah ouais, plein quoi. Ouais, du coup, on utilise 128K. Ah ouais, tu vois. La mémoire au signal ou pas? Ah ouais, ça ouais. Oui, bah c'est 2E. Ah ouais, ok. Pareil, là, donc, moi à un moment donné, je me suis dit je vais émuler les démos French Touch, puis les miennes aussi, et pareil, donc j'ai essayé jusqu'à ce que j'arrive à des bons résultats, quoi, mais je me suis jamais dit... Les swaps de banque mémoire, c'est uniquement sur le 2E. À part pour la je ne mémoire. sais pas. En fait. Mais tu l'as implémenté quand même. Tu l'as implémenté sur ça. Par nécessité. Oui, c'est ça, je fonctionne vraiment à la nécessité. Je pourrais aussi travailler par machine, mais c'est un peu... Parce que alors comment on teste que la machine qu'on émule est bien celle qu'elle croit en fait? Après, tu as un logiciel là, qui a été fait par... qui c'est qui a fait ce logiciel qui permet de détecter avec ta configuration. Golomberg. Ah oui, mais là, il fait que détecter la configuration. Par exemple, là, on a vu tout à l'heure, donc j'ai fait un système pour afficher des bugs d'affichage, et sur le 2C, ça ne marche pas du tout, quoi. Donc, oui, voilà, mais en attendant, je corrigeais, ça ne marche toujours pas. Et donc, probablement qu'il y a des subtilités qui m'échappent, mais bon, c'est pas très grave. Le 2C est différent, un peu différent. Ouais. Après, moi, le challenge, je dis... C'est ça qui détecte si tu es sur un émulateur, le Golomberg. Donc, ça, c'est super. Ouais, il faudrait essayer, quoi. Après, qu'est-ce qu'il y a sur 2E? Tu as le mode 80 collègues.
Bah, t'as 6502 déjà. Non, sur le 2E. Le Platinum, t'as le 6. Ah oui, Sur le oui, mais sur le 2E, normal, c'est le CPU. T'as le mode 80 colonnes, t'as le mode vidéo qui permet 80 colonnes. Oui, ça je l'ai fait. T'as le V blanc. Oui, ça je l'ai fait aussi. Voilà, donc ça c'est sur le 2E. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, j'en tourne quand même pas mal des démos. Après, j'ai les différents serveurs, mais qui sont pas fonctionnels Mhm. au niveau des cartes. Ouais, Il y ça, a un slot en moins par rapport au tout premier 2. C'est comme ça. Il y a le slot 7, c'est le slot 7 de la carte vidéo, où ils ont rajouté les signaux vidéo pour pouvoir justement avoir le DHGR par exemple. Ah oui, ça je ne fais pas le DHGR. Ça c'est le truc, ça veut pas que Mais le DHGR, si tu fais le HGR et le 80 colonnes, c'est du HGR en 80 colonnes. Ah ok, oui, c'est un peu ce que j'avais à l'esprit, mais je ne l'ai jamais fait. Après, tu passes dans ton fil composite et ça va sortir les couleurs Ah ben voilà. DHGR. C'est comme ça qu'ils ont fait en. Ah mais c'est bon de le savoir, parce que comme ça je ne dois pas chercher C'est pour des ça que erreurs. c'est juste que c'est en HGR, t'as que la moitié des couleurs possibles en composite. Oui. Parce qu'ils ont fait une magouille, en fait. Oui. Tu peux pas avoir tous les. Tu parlais de IQ là en fait, tu peux Ouais. pas avoir toutes les combinaisons. Et en DHGR, justement, quand on double en fait le nombre de pixels. Ah oui, du coup ils ont. Oui, oui. Du coup, ils ont Les 16 teintes en fait. Oui, parce que donc donc ils codent le truc sur 4 mini-pixels, donc l'écran il fait 560 pixels de large en fait. Ouais. Et donc tous les En fait, c'est les comme en pixels GR, sont en 4 quoi, voilà. Ouais, Mais si tu passes à une meilleure résolution, tu perds forcément Voilà, c'est ça. des bits quoi. Donc ça va être le même rendu que le GR, mais avec une source qui vient de faire la GR. Ouais. Et puis en fait, en gros, t'as une colonne sur deux qui est en mémoire auxiliaire. Ouais, Donc, oui, 80 ça colonnes. c'est comme Non, le non, c'est mode, je sais justement le plus. mode 80 colonnes qu'ils ont injecté dans le GR. Ouais. Donc si tu as été lu tout ça, tu peux faire le GR. Bon. Voilà, donc tu as 0,2. Ouais, Ça en plus. Bah oui, Après, Mais non, c'est c'est les plutôt un 32. 2, c'est plutôt un 2. ouais. C'est ce qu'il met quand je le démarre, il met Apple 2. C'est la ROM. Mais ça c'est la ROM. Mais comment? Ouais, il y a deux, donc t'as un E, c'est un. Parce que les premiers Apple II, ils mettaient les deux. Ah non, moi c'est //. Ouais, ouais. De la ROM enhanced. T'as un extra. Ouais, T'as t'as 5.0. la version enhanced. Ouais, mais la ROM enhanced, tu peux la faire tourner sur un 65 euros. Ouais, aussi. Bon. Bon, effectivement, c'est un peu Frankenstein. Oui, c'est ça. Après, les jeux, ils sont tous faits pour fonctionner sur 2 pouces, à part Prince of Persia et puis. Ouais. d'autres. Parce que c'est juste pour c'est pour les Non, parce que pour le moment, démarrage. j'ai qu'un seul lecteur disquette, je ne sais pas changer de disquette en plein milieu d'exécution. Ah. Mais ça va venir. Un jour, je le ferai quand je suis pas loin du compte. Il suffit que je rajoute ce qu'il faut. Donc, la DGR pour avoir les comptes. Oui, je sais ça. Oui, je ne suis pas encore au bout, mais. Non, t'es pas loin. Hein. Ben oui, c'est ça, je pense. Et par contre, t'en es où au niveau du speaker? Parce que ça, on en avait parlé. Bah rien, c'est toujours pareil. Donc je sors le son bête et méchant. Ouais. Alors j'avais fait des filtres qui marchent, qui font quelque chose, qui améliorent un peu la situation, mais ça sonne pas comme un vrai truc. Donc je me demande si l'approche est la bonne en fait. Parce qu'en fait, c'est comme pour les cartes disquettes, t'as que des 1 des 0, il faut que tu sortes un son à 40. Voilà. Alors si tu regardes le code d'Apple Mint par exemple, bah, il sort vraiment les 1 et les 0 et ça produit quelque chose. Mais ça commence à déconner avec les trucs plus malins, genre. Donc il y a une histoire, j'ai pas compris, donc une histoire de porteuse. Donc il y a des types qui s'amusent à faire des sons avec une porteuse. Donc ils font vibrer le speaker en permanence, à je sais plus quelle fréquence, et ensuite ils modulent cette fréquence-là. Et avec ça, on arrive à faire des sons beaucoup plus nets. Du FM. Ah, c'est pour ça qu'on entend Comment un sifflement. Du FM en fait. Oui, c'est ça, non, plus. Bah, ils modulent la fréquence. Ils Oui. ajoutent une porteuse et ils modulent la fréquence. Voilà, mais je sais pas comment ça marche ça. Et donc par exemple ça passe vraiment pas bien du tout dans Parce ce que c'est système. pour ça que dans certains softs qui font la musique, on entend un sifflement. Oui, c'est ça. Voilà, alors il y a des trucs ça marche, puis il y en a que ça marche vraiment pas bien. Et là je sais pas comment ils font. Donc je m'étais dit, je crois que je vais aborder le problème différemment, c'est ce que je discutais tout à l'heure. Donc je vais essayer de faire, maintenant c'est peut-être complètement à côté des pompes, ça va juste peut-être pas marcher, mais c'est en fait enregistrer le signal source, donc D1, D0, mettre en parallèle le signal audio que j'enregistrerai magiquement ou par l'entremise de quelqu'un qui voudrait bien faire l'enregistrement pour moi, et ensuite faire deviner, entre guillemets, la transformation qui permet de passer d'un à l'autre. Et donc en deux mots, c'est un problème qu'on dit d'optimisation
Donc je lui dirais, écoute, voilà, ça c'est le signal que tu as, voilà, tu choisis la transformation comme tu veux, et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer une transformation, on va dire au hasard, je schématise, et il va calculer la différence qu'il y a entre ce qu'il produit et ce qu'il devrait avoir. Et en fait, je vais lui demander d'essayer de chercher dans tous les filtres possibles, donc il y en a des milliards, et d'essayer de trouver son chemin pour arriver à refaire le truc. Maintenant, j'ai un gros doute sur l'approche, enfin sur le fait que ça puisse marcher ou pas, parce qu'en fait... un réseau neuronal pour... Oui, voilà, c'est un peu ce genre de truc, quoi. Mais après, on verra, quoi. C'est un peu prétentieux, c'est des jolis mots et tout, mais il faut le faire, quoi. Et donc, je verrai bien. Je crois que là, je vais d'abord prendre 2 mois de vacances parce que ça m'a épuisé, ce truc. Voilà. Oui, parce que j'y pense tout le temps, donc je ne me repose jamais. Ça va reposer la famille aussi, peut-être. Et voilà, quoi. Mais ça j'aimerais vraiment bien trouver une combine pour arriver à faire le truc. Parce que, alors là, on pourrait donner vraiment un cachet sonore au truc à nul autre pareil, quoi. Ça sonnerait vraiment comme un peu comme le vrai, parce qu'il a un son particulier, je ne sais pas définir pourquoi. Tu avais fait des enregistrements pour moi, et en fait, quand on regarde le signal, on voit par exemple le bip de début, donc c'est quelle note? Fa dièse ou La dièse? Je crois que c'est un La dièse, si ça existe, moi je ne suis pas musicien. Et donc on voit vraiment la fréquence, tu vois, si tu regardes quasiment à l'oscilloscope, on voit vraiment le 440 Hz, mais malgré tout, il y a un autre truc qui fait que ça sonne, je sais pas quoi, c'est la boîte probablement. Oui, la résonance. Il y a une résonance quelque part, la qualité du speaker aussi. Oui, parce qu'après, quand je sais que là sur les 2C, pareil, là, avec le chameau, tu sais, tu peux brancher sur une télé. Ouais. Et moi, quand j'étais petit, on branchait sur la télé et t'as pas du tout le même rendu sur le petit speaker interne. Où là, t'as vraiment le truc qui faisait B. Voilà, c'est un peu mon truc, j'aimerais bien reproduire ce truc-là. Oui, tu veux reproduire. Maintenant, c'est probablement, en fait, je pense que ce qui va arriver, c'est que je vais arriver à mettre en place ce que je dis sans grande difficulté, mais peut-être je vais me rendre compte que c'est pas du tout la bonne approche. Et il y a de fortes chances que ce soit ça le problème, c'est que l'approche ne convienne pas du tout, quoi. Je pense que c'est pas aussi simple. Ne serait-ce que par le fait que le son qu'on va enregistrer, c'est déjà plus le vrai son en fait. Et j'ai remarqué dans les enregistrements que tu me fais, on dirait que le micro qui enregistre, en fait, lui, il ne va pas enregistrer un La à 50 Hz ou à la 440. Donc on n'a pas un signal comme ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'enregistrement, on a un signal qui est très faible et puis qui monte, qui rebondit, et on dirait que le micro, en fait, doit rentrer en phase avec le... Alors, c'est pas un micro, j'ai branché la sortie casque du dossier directement sur une carte d'acquisition. Et ben la carte d'acquisition... C'est un problème de masse, en fait, oui. d'équilibre, en fait. Voilà. C'est ce que je disais. Donc ici, ce que j'envisage de faire, c'est faire un programme qui va sortir tous les sons à la queue leu, toutes les fréquences. Donc il faudra faire tourner, je sais pas, pendant 1 heure pour enregistrer plein de fréquences, puis après retaper dans le truc, et voir si j'arrive à trouver un filtre qui marche. Ça, c'est une méthode. L'autre méthode, c'est pour tout ce qui est les enregistrements. Il y a des enregistrements de voix dans l'Apple qui sont absolument immondes. Mais là, peut-être que ça stimule le truc différemment. Enfin, il y a plein d'idées, c'est rigolo. Mais... D'abord les modes graphiques, après le flopping. Bon, voilà. Et c'est du boulot quand même. Hein, mais c'est passionnant. Ah, bravo. Ah ouais, Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est en fait le résultat d'un cours, appelons ça comme ça, que j'ai suivi en ligne sur le site d'un gars qui s'appelle Ben Eater, qui est un Américain. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, je sais pas. Le gars fait pas mal de publications et pas mal de vidéos. Et c'est un très grand pédagogue, il faut être honnête, puisque moi-même, il y a encore 1 an de ça, je ne savais pas me servir d'un transistor avec 3 pattes. Donc du coup, non seulement il a une capacité à expliquer les choses et à faire comprendre des concepts pas forcément évidents de façon assez simple, et il a aussi une capacité à vous donner de l'autonomie, c'est-à-dire que derrière,
On en parlera tout à l'heure. Derrière tout ça, il y a des extensions possibles, il y a des tas de choses à faire. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, moi, je m'en sens capable parce que j'ai suivi un peu tous ses tutos. Sur son site internet, ici, vous allez sur https://iter.net, vous allez retrouver un certain nombre de séries. Et en l'occurrence, deux qui sont très intéressantes. Celle que je vais vous montrer, enfin, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est comment fabriquer une sorte de petit processeur 8 bits en partant de rien. Et puis un autre dans lequel je ne me suis pas encore lancé et qui peut-être vous parlera plus, comme quand on aime les Apple, on aime les 6502 en général. Et il a également monté toute une série qui permet de monter une sorte de petit ordinateur à base d'un 6502. Et il faut savoir que cette deuxième série de vidéos fait beaucoup d'émules en ce moment, que beaucoup de gens fabriquent ça sur des breadboards, parce que tout l'intérêt pour la pédagogie c'est de fabriquer ça sur des breadboards. Mais beaucoup de gens sont en train de basculer ça sur des circuits imprimés. Et ils sont en train de créer des cartes d'extension, des mini-ordinateurs, et chacun part un peu dans tous les sens, donc ça foisonne. Et ça donne lieu à des projets très intéressants. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on a un tronc commun qui est ici, et après, chacun y va de sa créativité. Voilà. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est cette première série de vidéos ici. Et donc comment partir de rien et monter un ordinateur 8 bits. Il y a 50-60 vidéos peut-être à regarder qui durent entre 10 et 30 minutes. Donc ça va si vous décidez de vous lancer là-dedans, ça vous occupera certainement 2-3 mois. Si vous dormez plus. En cas de Covid, par exemple, c'est une activité très intéressante. Le gars est hyper pédagogue et en fait on va commencer module par module, on va créer et on va aller dans l'ordre des choses pour créer l'équivalent d'un processeur. Donc il y a une première série de vidéos qui concerne le module d'horloge, puisque rien ne fonctionne sans avoir des tops d'horloge qui vont ensuite cadencer toute la machine. Ensuite, on va parler des registres mémoire, comment conserver une information et l'enregistrer quelque part pour la redistribuer au moment voulu. Ensuite, avec ces registres, il va nous apprendre à monter une unité de calcul arithmétique, avec des choses assez rudimentaires, on va le voir. Puis ensuite, on parle de RAM, compteur de programme, registre de sortie, ce qui correspond à l'écran. C'est assez limité, mais enfin, il y en a un quand même. Et après arrive un moment assez magique où on assemble tous ces petits modules indépendamment, qu'on a montés les uns après les autres, compris, testés, pour ensuite créer une logique d'ensemble où tout d'un coup les choses vont parler entre elles. Et là on bascule dans autre chose, et je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Voilà. Peut-être je vais brancher le bazar qui va clignoter de partout. Si vous voulez vous approcher, je vous montrerai plus en détail. Hop. Bon, pour la partie tuto, j'en parle pas plus, voilà, mais si vous avez envie de vous pencher là-dessus, le gars parle vraiment de comment allumer une LED avec une résistance, et on arrive à ça à la fin. Donc c'est vraiment, moi j'ai pas fait d'électronique dans ma vie avant ça, enfin j'ai bidouillé un peu 2-3 trucs sur l'Apple et voilà, mais je suis pas électronicien de formation ni rien, donc le résultat paraît assez cool, mais tout le monde peut l'appréhender en fait. Voilà. Donc la première chose qu'on apprend à monter, c'est ce petit module que vous voyez ici, sur cette petite première plaquette ici, qui est le module d'horloge. Là, ce que vous voyez, c'est n'importe quoi en fait. Je viens d'allumer le courant, je viens de mettre le courant électrique. Il y a donc n'importe quoi en RAM en ce moment, puisque quand on allume, l'état est aléatoire. Et donc là, il est en train d'exécuter n'importe quoi. Donc il se passe n'importe quoi. Il compte bien là quand même. Il compte bien. Pour n'importe quoi. Donc la première chose, c'est le module d'horloge qui est ici. Et pour créer un signal, donc on nous explique comment créer un signal d'horloge. Alors c'est fait de façon assez rudimentaire. Quand on veut créer un signal d'horloge, on a ça dans nos Apple. Il y a des petits quartz qui ensuite permettent d'envoyer un signal assez propre avec ces fameux échelons qu'on a tous plus ou moins déjà vus sur des oscilloscopes. Ici, le truc est assez rudimentaire. Il est fabriqué avec un NE555 qui permet dans un mode de fonctionnement bien précis d'aller provoquer des signaux à peu près carrés. Ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche le plus possible en le nettoyant. Voilà. Donc il y a deux horloges qui sont que j'ai construites ici. Une première qui est une horloge qui c'est en train de tourner en ce moment, ça monte à peu près à 300-400 kHz de fréquence. Et puis le but étant de faire un truc assez pédagogique, on a aussi une possibilité d'exécuter l'horloge pas à pas pour voir ce qui se passe à chaque étape. Le but étant de décomposer les choses et puis de comprendre comment tout ça fonctionne. On reviendra dessus après. Ensuite, la deuxième chose que Ben Iter nous fait construire, c'est un registre. Vous en avez un exemplaire ici. En fait, il y a 3 registres sur cette machine. Un premier ici et un deuxième là, qui sont deux registres strictement identiques. Il y a 8 LED, comme vous le voyez, c'est donc une capacité de stocker 8 bits à un moment dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, on va dire à un registre, tiens, tu gardes cette information-là, tu gardes cette valeur.
et puis plus tard on en aura besoin et tu nous la rendras plus tard. Voilà. L'étape suivante, après avoir créé ces deux registres A et B, donc on retrouve tout ça aujourd'hui, enfin quand on regarde un 6502 comment c'est fait, ou n'importe quel processeur, vous allez retrouver cette logique de registre, etc., d'unité de calcul arithmétique et autres. Ici, entre les deux, il y a la fameuse unité de calcul arithmétique qui, dans notre cas aujourd'hui, fait des additions et des soustractions. Voilà. Ça demande pas mal de câblage, comme vous pouvez le constater, pour des choses assez simples, mais voilà. Donc vous pouvez faire des additions et des soustractions entre ces deux registres, et le résultat va être en permanence calculé et affiché ici. Bien évidemment, si vous prenez des processeurs 6502 et des processeurs plus récents, vous allez trouver beaucoup plus d'opérations possibles. Vous allez être capable de faire des décalages de bits, voilà, enfin, toutes les des choses qu'on trouve aujourd'hui dans des conditions logiques, des et, des ou, voilà, plein de choses comme ça que là je ne peux pas faire aujourd'hui. C'est une des extensions possibles d'ailleurs de ce mini ordinateur. C'est de remplacer ce système-là par des puces un peu plus complètes qui permettent de faire plus d'opérations. Une fois qu'on a monté une horloge et puis ensuite des registres qui sont capables à un top d'horloge donnée de stocker ou de redéposer des informations, on va monter tout le module de mémoire. Le module de RAM, il est ici en fait, il se passe sur ces trois plaques-là. Et on voit deux choses. On voit ici un jeu de 4 LED qui va me permettre de mettre en fait des adresses mémoire sur 4 bits, donc 16 adresses mémoire possibles, et de stocker dans chacune de ces adresses 8 bits. Donc voilà, j'ai 16 octets de mémoire vive sur cette machine. Wow. On n'a pas besoin de plus. C'est assez limitant pour faire des programmes un peu évolués, mais comme l'écran de sortie n'est pas dingue non plus, ça permet d'avoir un certain équilibre. C'est aujourd'hui la chose la plus limitante de cette machine-là. On reviendra dessus après. Donc ici j'ai un petit jeu de quelques switches que je peux activer pour choisir une adresse mémoire donnée. Et quand je choisis une adresse mémoire donnée, je ne sais pas, par exemple celle-ci, s'affiche là ce qui est stocké dans ma RAM à cette adresse-là. Voilà. Et je peux également, en mode écriture, là je suis en mode écriture, donc en mode programmation, je peux également décider ici de la valeur que je veux mettre, je sais pas, on va mettre 4.0 suivi de 4.1, et je peux, avec ce petit bouton-là, la stocker dans ma RAM, de manière à programmer ma machine. Donc ici, vous avez quelque chose qui vous permet de positionner l'adresse à laquelle vous voulez écrire quelque chose, et là vous pouvez écrire, c'est l'équivalent de votre clavier, dans une version très très rudimentaire de la chose. Mais c'est comme les ordinateurs. Oui, par exemple. Le stade avant. Oui, l'IMSEI, ouais. L'ordinateur où tu... Dans Wargame, ouais. Ouais, peut-être, je sais pas. Oui, tant qu'il y a tes bits. Des LED et puis tu as des... Ok, Altair ou l'IMSEI, C'est exactement ça. C'est Tu choisis la on est classe, pas à tu ce niveau-là. choisis les contenus. Bah c'est ça. Donc là tu choisis une adresse, tu as 16 positions possibles, tu mets une valeur ici, et basta. Une fois qu'on a créé donc cette horloge, ces registres, une unité de calcul, et puis le module de RAM avec donc une capacité ici à prendre une adresse et puis afficher ce qui s'y trouve. Il y a un autre module qu'on va construire qui est celui-ci, qui est ce qu'on appelle le compteur de programme. Quand vous exécutez un programme, vous allez d'abord exécuter, en toute logique, vous allez aller dans une suite logique des adresses, donc vous allez regarder ce qui se passe à l'adresse 0, lire l'instruction qui est en RAM à l'adresse 0, puis ensuite vous allez à l'adresse numéro 1, puis ensuite l'adresse numéro 2, puis l'adresse numéro 3. Et donc ce petit compteur ici sur 4 positions, puisqu'on a 16 adresses possibles, on a donc un compteur qui va de 0 à 15, il va nous permettre à chaque fois de savoir où on en est dans le programme, et donc se préparer pour le coup d'après à lire l'instruction suivante. On va regarder ce qu'il y a à l'adresse 1, puis l'adresse 2, puis l'adresse 3, puis l'adresse 4. Il va aussi nous permettre derrière de faire des jumps, et donc des sauts quand on a besoin de faire un go-to en basique ou un jump en assembleur, et donc de dire, bah tiens, je vais aller voir ce qui se passe à une autre adresse que la suivante. Et donc on va mettre ici une valeur qu'on va aller stocker là, et on pourra aller lire ensuite ce qui se passe dans la RAM à cet endroit-là. Donc lui, en gros, c'est notre guide, il nous dit en permanence où on est dans la carte. Voilà. Et puis ici, vous avez un petit registre, une sorte de registre de sortie, donc qui est un petit mécanisme qui stocke la valeur à un moment qui est prise sur le bus, on en parlera après, et qui va vous l'afficher sur un écran avec ici quelques puces qui permettent de faire la conversion. Des Donc ça c'est le contrôleur graphique de cette affiche. Exactement. Ça c'est ma carte graphique. Donc ça c'est une petite puce qui est programmée, petite puce qui est programmée et qui en fonction des entrées qu'elle va prendre sur ces. C'est une EEPROM. Ouais, c'est une EEPROM, ouais. En fonction des valeurs qui seront prises sur les bits. Qui va balancer une sortie. Exactement, il va balancer une sortie qui va permettre d'allumer les segments qui vont bien. Voilà, tout simplement. Donc une fois qu'on a fait ça, on a le cœur de la bête. Et après, arrive un moment assez magique où on va prendre tous ces modules et on va les assembler autour
cette colonne-là qui est finalement le bus de l'ordinateur. Et donc il y a 8 lignes, hein, il y a 8 colonnes ici, donc c'est vraiment un bus 8 bits, et vous avez ici un petit jeu de LED qui vous affiche en permanence ce qui se trouve sur le bus. Voilà. Et toute la magie de la chose va consister ensuite à synchroniser tout ça, de manière à ce que certains modules créent quelque chose, le déposent sur le bus, d'autres modules vont le prendre et en faire quelque chose, etc. Et donc ça va se donner la réponse de part et d'autre, et on va finir par exécuter en faisant tout ça une séquence de choses qui vont donner lieu à un programme au bout du compte. Si je fais une petite parenthèse de secondes sur la partie électronique de la chose, il y a un moment très intéressant qui est que quand on construit ça progressivement, on s'en sort plutôt pas mal avec chaque module. Il y a quelques écueils dans lesquels les gens tombent régulièrement, mais on s'en sort bien, c'est pas très compliqué. Arrive le moment où on met tout ensemble et tout d'un coup ça se passe plus aussi bien, alors que chaque module marchait individuellement, tout d'un coup ça merde. Et c'est très intéressant parce qu'en fait ça vous apprend aussi, on en parlait tout à l'heure, que tout ce monde de 0 et de 1 et cette façon qu'on a de modéliser les choses en fait n'existe pas dans la réalité à proprement parler. En fait, ce ne sont que des tensions et des intensités qui se baladent là-dedans, et que tout ça n'est pas c'est un monde analogique en fait dans lequel on se trouve. Ouais. Et chacun de ces composants ici, chacun de ces petits circuits intégrés que vous voyez, fonctionne avec cette logique 0-1. Ce sont des portes logiques, hein, globalement c'est 74 LS comme on l'a dans nos Apple, mais avec voilà, et donc chacun dans ces si on prend les datasheets de chacune de ces puces, il y a des conventions par rapport à ça. Est considéré comme un 0, une tension qui se présente sur la broche entre, je sais plus, ça doit être 0,3 et 0,5 volts ou quelque chose comme ça, est considéré comme un 1, ce qui est coincé entre 3,5 et puis 5 volts. Et donc ce sont toujours des ranges en fait dans lesquelles vous vous situez. Et vous savez jamais, sauf à coller un voltmètre au cul de chaque pin de chaque puce, vous savez jamais où vous en êtes exactement. Et donc il y a des tolérances. Et quand on assemble beaucoup de choses avec des jeux de tolérance ensemble, ça crée une forme d'incertitude parfois qu'il faut apprendre à débugger pour avoir une machine qui est globalement déterministe. C'est-à-dire que si vous faites 10 fois l'opération, il va se passer 10 fois la même chose. Et croyez-moi, quand vous mettez 5 volts ici, pour les retrouver là, c'est pas gagné. C'est pas forcément simple. Et c'est là où ça devient drôle, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout de trucs... on a l'habitude des choses très logiques en fait. Si je fais ça, ça marche comme si je fais ça, ça marche comme ça. Là, on est dans le flou en fait. Et on commence à foutre, comme tous les gens qui l'ont fait et qui sont passés avant moi sur ce truc-là, on commence à répartir la distribution de l'alimentation. Alors, vous voyez les petits câbles rouges et noirs qui sont sur le côté, qui arrivent ici. On commence à répartir notre alimentation un peu de partout, puis on se rend compte qu'en fait ça suffit pas. Donc on commence à mettre des câbles ici qui passent on maille un peu plus finement les choses. Et puis ça marche pas toujours, et puis des fois il y a un composant qui déclenche quelque chose et qui tout d'un coup va créer l'instabilité ailleurs, on se rend compte que c'est toujours le même. Alors on réalise qu'en fait chaque puce, quand elle passe d'un état 0 à un état 1 sur une de ses sorties, elle provoque un soubresaut en fait, ça peut pas être net, et que ce petit effet rebond peut foutre la merde aussi. Et donc on apprend à mettre en face de l'alimentation de chacune de nos puces ces petits condensateurs bleus que vous voyez là, que vous retrouvez à l'intérieur de nos Apple, qui viennent faire du découplage, et donc quelque part c'est une sorte de mini amortisseur à la sortie de nos puces, et donc ça commence à lisser un petit peu les choses. Et puis on se rend compte que malgré ça aussi, des fois il y a des vagues un peu plus grosses, et donc on commence à mettre des condensateurs un peu partout, de plusieurs tailles, parce qu'il y a plusieurs tailles de boss. C'est un peu comme les amortisseurs d'une bagnole en fait. Enfin, en fonction de ce qu'on va amortir, il faut des amortisseurs plus ou moins durs. Donc on met des petits condensateurs, des gros condensateurs, voire des très gros condensateurs. Et puis à un moment, on arrive à quelque chose de stable. Voilà, ce qui est assez gratifiant après toutes ces heures. Pour obtenir la stabilité, tu as identifié au coup par coup les problèmes qui généraient l'instabilité, ou finalement tu t'es dit non, je vais ramener l'énergie par des cheminements différents, etc. Et une fois que tu as tout dispatché, tu t'es dit voilà, maintenant on verra bien. Ou alors je sais que c'est là, ça passait pas bien, que... En fait au début tu branches tout et t'es tellement excité à l'idée d'allumer le truc que tu l'allumes tout de suite, ça se vautre. Et là tu fais putain, je vais jamais m'en sortir. Et pour débugger ça, t'as travaillé à l'oscillo ou... Non, j'ai pas d'oscilloscope. J'ai acheté une sonde logique. Sonde logique, oui. Donc un truc qui fait bip ou bip, oui. Voilà, c'est tout quand tu le mets sur une pin d'une puce. Et un voltmètre. Justement, à l'oscillo, les effets transitoires, tu les vois tout de suite. Oui, bien sûr. Alors évidemment, quand tu suis des vidéos de Ben Eater, lui il a un oscilloscope et il montre parfois. Après tu as des
des forums sur lesquels les constructeurs, on est des centaines à avoir fait ce truc-là, se parlent, se donnent des conseils. Donc tu lis un peu les conseils des uns et des autres, tu vois que certains ont... Il y a des options différentes qui sont choisies par les uns et les autres. Il y en a qui vont pas mettre systématiquement qui vont vouloir faire des économies de bout de chandelle sur des condensateurs ou des choses comme ça. Moi, j'ai pris la méthode forte, c'est-à-dire que j'ai vu que ça commençait à fonctionner, j'ai dit j'en mets partout, sur chaque drive. Et en fait, quand 50 t'as acheté centimes le kit- par truc, tu vois, c'est pas... Quand t'as acheté le kit, il n'y avait pas. Non, comment non, il n'y avait pas. Alors, tu peux... Toute la liste de matériel est disponible sur le site du gars et tu peux y accéder, et tu peux l'acheter librement toi-même. Et tu peux aussi, il vend, il y en a à peu près pour, je sais plus, combien payer dans les 200 et quelques euros. Tu peux te faire livrer, ils ont un partenariat avec, je sais plus, c'est Mauser ou... Ouais, je crois que ça doit être ça. On trouve ces kits accessibles depuis le site, tu les commandes, tu reçois 4 boîtes et donc après tu n'as plus qu'à suivre les vidéos dans l'ordre. Et tu as donc tout, certains composants surplus, mais pas les condensateurs, donc tu finis par aller à ton magasin électronique du coin, tu prends des condensateurs et puis tu fais des petits essais, quoi, voilà. Donc ça c'est une partie assez marrante. Et quand tu arrives à stabiliser ça, ça fait plaisir. Alors, comment tout ça fonctionne Là, évidemment, j'ai déjà tout monté, donc je vous explique un peu tout de but en blanc, mais chacun de ces modules, globalement, à un moment, à part l'horloge qui envoie quelque chose à tout le monde, au final, l'horloge est modélisée en blanc ici, donc les petits câbles blancs que vous voyez, il y a un code couleur pour s'y repérer un peu, parce qu'au bout d'un moment, c'est confus. En fait, je crée 2 signaux d'horloge. C'est-à-dire, j'ai un signal et un signal décalé d'une demi-phase, qui fait que quand j'ai un front descendant d'un côté, j'ai un front montant de l'autre, parce que j'ai besoin de ces 2 signaux d'horloge. Il y a des choses qui se passent à un cycle et puis entre les 2 cycles. Donc ces petits fils blancs, vous voyez, les petits fils blancs qui distribuent le signal d'horloge sur à peu près tous les modules, on le voit, ça se balade. Parce que chaque module a besoin de ça pour travailler. C'est juste un front la montant. microseconde que tu parlais tout à Oui, l'heure. Ouais, oui, elle est là. très attentif, je presque non. Elle est ici. Tu vois, là. Et donc ensuite, on retrouve ce composant ici un petit peu partout, qui est un C'est un petit, décodeur d'adresse c'est un petit latch en fait qui, Ouais, c'est vrai. en fonction qu'on mette un pin à 0 ou 1, va soit prendre l'information qui arrive. En fait, c'est toujours le point d'entrée sur le bus. En fait, on voit tous les câbles bleus qui viennent se greffer sur le bus, c'est 8 bits qui viennent alimenter à chaque fois cette puce ici. En gros, cette puce-là, elle fait une sorte de frontière entre les deux, elle est bidirectionnelle. Donc soit on est en position in, et dans ces cas-là, celui qui est en position in parmi tous, il va prendre l'information et il va l'injecter dans son module. Soit on est en position out et on va poser quelque chose sur le bus. Voilà. Et donc, chaque module a en général, et ces petits câbles jaunes qu'on voit ici, peut prendre quelque chose sur le bus, ou déposer quelque chose sur le bus, ou être remis à 0. Et au début, quand on commence à faire ça, on s'amuse, on a des petits fils comme ça de partout, il y en a plein. Et puis on les bouge à la main. Alors on se dit tiens, là je vais mettre cette valeur-là dans le machin. Alors je pose ça sur le bus, clac, et puis je prends ça dans le module machin, puis j'appuie sur l'horloge, ça marche. Et on continue, ainsi de suite. Et puis arrive un moment où on se rend compte que c'est un peu chiant de faire ça à la main avec des fils, ça va être très très long d'exécuter son programme. Donc, et ça c'est la dernière partie de cette série de vidéos, tous ces signaux de contrôle en fait, ici, que vous voyez donc en câble jaune, ici redescendent dans cette partie basse de l'ordinateur. Et en fait, ici vous avez deux EEPROM en fait, qui ont été programmés pour ça, donc ça c'est 2 autres puces qui sont programmées. Ces signaux de contrôle, on les affiche ici sur une petite bande de LED pour savoir où on en est. Donc il y a une petite étiquette en dessous pour se rappeler. Alors tel signal ici, c'est la position alt de l'horloge. Donc quand il est activé, l'horloge elle est bloquée. S'il est bloqué, le programme s'arrête. C'est comme ça qu'on termine un programme. On a, je sais pas moi, le registre A par exemple en position in ou out. Donc en fonction que celui-ci soit activé ou celui-là, il va soit stocker quelque chose du bus ici, soit prendre sa valeur et la poser sur le bus. Voilà, vous avez le petit flag pour faire une soustraction, une addition, pour charger le registre B, pour afficher quelque chose sur l'écran. Voilà, vous avez autant de petites lignes ici qu'on appelle donc des lignes de contrôle. Et en fait, l'idée qui tout d'un coup fait basculer dans autre chose, c'est que ici en RAM, vous codez des choses à une adresse donnée, vous les stockez. Et on a un petit registre ici dont on n'a pas parlé, qui est le registre d'instruction. Cet ordinateur est fait pour, sur 8 bits, prendre les 4 premières. Les 4 premiers bits en fait permettent de coder l'instruction, donc on a 16 instructions possibles. Et ensuite ici c'est l'opérand qu'on va mettre, donc on peut lui mettre une valeur derrière qui va ensuite être utilisée pour autre chose. C'est un risque. Ouais. Dans une certaine mesure. Et en fait, ici, si vous prenez votre instruction sur 4 bits que vous avez stocké en RAM, et donc si vous commencez à définir que
l'instruction 000 c'est truc muf, l'instruction machin, voilà. Et ben, vous dites que ces 4 bits-là, vous pouvez les injecter dans des EEPROM, en fait, qui, pour ces entrées-là, pour cette série d'entrées-là, va provoquer ici tel ou tel signal de contrôle. Et donc, vous commencez à créer une forme de logique d'ordinateur. C'est-à-dire que vous avez des instructions que vous allez stocker là-dedans, vous allez définir un jeu d'instructions, elles vont s'afficher ici, parce que dans l'exécution du programme, on les mettra là. Ça va former les entrées de vos EEPROM, qui, pour ces entrées-là, vont produire à la sortie, ici, des signaux de contrôle que vous voulez. Autrement dit, quand je fais telle instruction, quand j'ai telle instruction mémoire que je la prends ici et que je la décode, et bien peut-être que je vais mettre mon registre A en position d'écoute, mon truc d'addition ici va le poser sur le bus, etc., etc. Et au final, vous vous retrouvez dans une position où vous allez commencer à écrire votre propre assembleur, et donc vous allez commencer à dire pour telle instruction, je veux tel 0 et tel 1 en sortie, et ça va faire que le module machin va poser un truc, le module bidule va prendre la valeur. Vous voyez la logique ou pas? Et quand vous commencez à coder des instructions, vous réalisez aussi que vous ne pouvez pas tout faire en un coup. Une instruction, ça peut être un truc assez complexe. Par exemple, afficher quelque chose sur cet écran, le truc est fait de telle sorte que ce qui s'affiche sur cet écran, c'est ce qui est stocké dans le registre A. Sauf que pour aller afficher quelque chose sur cet écran, il faut prendre ce qu'il y a dans le registre A, il faut le poser sur le bus, ensuite il faut que lui lise ce qu'il y a sur le bus et qu'il affiche sur l'écran. Et ça ne va pas se faire en un seul coup d'horloge, ça va se faire en plusieurs coups. Et ça sert donc en plusieurs cycles. Et ici, on a la capacité de décoder 5 cycles. Donc les instructions peuvent faire jusqu'à 5 cycles, pendant lesquels on va exécuter un certain nombre de choses pour faire marcher la machine. Voilà, ça c'est toute la théorie qui va autour de ça. Rien ne vaut une petite démonstration. C'est les épreuves aussi qui vont avancer le compteur programme aussi. Non, le compteur de programme ici, c'est un 74 LS 161 je crois, qui est un compteur naturel. En fait, tu as 4 sorties, tu as un petit R à Z, donc avec un des signaux de contrôle ici, tu le remets à 0. Et ensuite, à chaque top d'horloge, il va compter sur 4 bits. Et donc là, c'est un compteur binaire. Donc si tu as une instruction qui fait 5 cycles, elle va faire 5 octets aussi? Non, parce qu'en fait, on va voir que pour une position donnée, une instruction donnée ici, les 5 cycles vont se compter là. Et effectivement, c'est aussi un 74 LS 161 qui me permet de faire ce comptage ici. Oui. Donc je vais rester sur la ligne Tartampion dans ma RAM, et là je vais pouvoir exécuter tous mes cycles, et ensuite on passera à l'instruction suivante. Et ensuite j'exécute mes cycles et on recommence. Voilà. C'est un microcode en fait. Ça fait penser c'est ça, tu fabriques ton microcode. Alors là, le code il contient aujourd'hui 10-11 instructions, donc pour vous dire, alors, ce serait intéressant que je l'envoie. Vous avez une instruction add. L'instruction add, elle va permettre d'aller chercher à une adresse de la RAM donnée une valeur et l'ajouter ensuite à la valeur qui est déjà contenue dans le registre A. Alors pourquoi ça fonctionne comme ça? On l'a décidé comme ça, on aurait pu choisir le registre 2, on aurait pu faire ce qu'on veut. On aurait pu décider qu'on prenait la valeur du bus et pas la valeur qui était stockée dans le registre A. C'est là où on a une liberté, en fait on se rend compte qu'on peut créer son jeu d'instructions et faire absolument ce qu'on veut. Vous avez ici de quoi faire une soustraction, de quoi stocker directement, de stocker quelque chose pardon, dans le registre A, de faire un chargement immédiat toujours de ce même registre A avec une valeur entre 0 et 15, un jump, parce que des fois on a besoin de faire des sauts dans les programmes, et puis après il y a une petite logique, ça c'est la cerise sur le gâteau à la fin, il y a un moyen de calculer les retenues quand il y a une retenue, ou le 0 quand on arrive à un résultat de 0 d'une soustraction, et de faire des jumps s'il y a donc jump carry s'il y a une retenue, et un jump 0 si le résultat de l'opération est 0. Là j'ai un certain nombre de places pour mettre des nouvelles instructions, que je n'ai pas encore utilisé. Et puis là, on a le out qui permet d'afficher quelque chose sur l'écran. Et puis le alt qui permet de bloquer l'horloge et donc d'arrêter le programme. Voilà. Et vous voyez donc en fait, là on retrouve les 1, 2, 3, 4, 5 cycles dont je parlais tout à l'heure. Donc par exemple, là en fait, donc, vous avez les 5 cycles, pardon, et là vous avez à chaque fois, séparés par des pipes, les petites lignes de contrôle qui sont juste en bas sur ma ligne de LED bleue. Et donc on arrive au détail fin de comment est composée l'instruction et comment tout ça fonctionne. J'ai encore un peu de théorie avant de vous le montrer. En fait c'est toujours le même système. Quand on va avoir une instruction, elle va être quelque part dans la RAM et donc il va falloir aller la chercher. Donc là ce qu'on dit c'est memory in et compteur out. Le petit compteur de programme dont on parlait tout à l'heure, on va lui demander de poser sa valeur sur le bus, donc il va commencer à l'adresse 0. Et puis memory in, c'est le petit jeu de LED jaune qu'on voyait tout à l'heure, c'est on va aller regarder ce qui se passe à cette adresse-là pour voir ce qu'il y a dans la RAM. Donc on prend le compteur de programme, on stocke au premier cycle d'horloge, on stocke dans le
dans le registre qui donne l'adresse de la RAM. Et donc on va regarder ce qui se passe dans la RAM à cet endroit-là. Ensuite on va prendre ce qu'il y a dans la RAM out, on va le poser sur le bus. On va rentrer ça dans le registre d'instructions dont je vous parlais tout à l'heure, qui va permettre de décoder ça et d'envoyer ça dans les épreuves. Donc RAM out, instruction register in, et ensuite le compteur de programme, on va le faire passer d'un cran pour qu'il aille au pas suivant pour être prêt pour le tour d'après. Et une fois qu'on a fait ces deux Tous ces trois-là, c'est un cycle d'horloge. Deux cycles d'horloge. Ouais. Enfin, les trois opérations, c'est un cycle d'horloge. Oui, ça c'est sur un seul cycle parce qu'il y a des choses qu'on peut faire en même temps. Tout ce qu'on peut faire en même temps, on le fait en même temps. Le but c'est d'optimiser. On pourrait faire à chaque fois un truc par cycle quasiment, mais bon, c'est pas. Enfin, si on peut l'optimiser, on le fait. Donc en gros, c'est toujours le même principe. On va regarder ça plus concrètement, ça va prendre plus de sens tout à l'heure. On regarde le compteur de programme qui nous dit où on en est, on commence à 0, on met ça dans le registre d'adresse de la RAM, on regarde ce qu'il y a dans la RAM à cet endroit-là, et on l'envoie dans le registre d'instructions qui va lui interpréter les choses. Et ensuite, en fonction des instructions, il va se passer plein de trucs différents. Je vous ai pas trop paumé là, ça? Non. Alors, ok, on va faire la mano. Là, j'ai un mode run ou un mode write pour écrire dans ma RAM. Là, j'ai de quoi écrire dans ma RAM, et là, j'ai le petit bouton pour tout remettre à 0. C'est mon reset. Voilà. Donc on peut faire un programme extrêmement simple qui consiste peut-être à, disons, je sais pas moi... Calculer pi, ouais, exactement. Revenez demain. Un truc simple. Un truc extrêmement simple, là, l'écran, donc on a tout réinitialisé, on est à 0, on peut peut-être afficher, je sais pas, le chiffre 5 sur l'écran, par exemple. Donc pour afficher le chiffre 5 sur l'écran, qu'est-ce qu'on va faire? A2F. Affiche A2F. Je peux pas écrire de caractères. Afficher le chiffre 5 sur l'écran. Donc pour faire ça, eh ben, on va aller charger. Pour afficher un truc sur l'écran, il faut avoir stocké la valeur dans le registre A. Donc on va chercher d'abord à écrire 5 dans le registre A. Et donc pour ça, on a l'instruction load immediate, ici le LDI. Donc on va faire un LDI de 5 pour stocker 5 ici. Et ensuite, on va utiliser le deuxième code ici en bas, qui est le out, qui va permettre de prendre ce qu'il y a là-dedans et de l'afficher là. Et après, je vais mettre un alt pour arrêter mon horloge, puisqu'il faut que mon programme s'arrête. Donc 3 instructions. Donc là, je suis en mode programmation. Je vais ici à l'adresse 0. Il démarre, quand tu l'allumes, il démarre à l'adresse 0 directement. J'ai un reset ici. Pour tout remettre à 0 à chaque fois. J'ai un reset qui va tout remettre ici à 0, donc du coup, on repart de 0. Oui. Donc, 0, là, t'as mis pour écrire dans 0. Ouais, donc là je suis en mode programmation et là je choisis l'adresse à laquelle je me trouve. Okay. Donc là j'ai l'adresse 0 de ma RAM et on va faire un LDI du chiffre 5. Donc l'instruction LDI ici on voit c'est en binaire tout au bout là, c'est un 0101. Donc je vais ici dans ma RAM écrire un 0101 0101 du chiffre 5. Donc 5 en binaire c'est 4 plus 1 donc ça doit être quelque chose comme 0101. Si je dis pas de conneries. Donc j'enregistre. Voilà. Je viens d'enregistrer ça à l'adresse 0. Si je change d'adresse ici, et que, alors il peut très bien avoir la même chose ailleurs déjà écrit en mémoire, et que je reviens à l'adresse 0, on voit que j'ai gardé ma valeur. Voilà. Donc j'ai fait un LDI 5. Si j'exécute ça, ça va me mettre 5 ici. Maintenant, je vais l'afficher sur l'afficheur. Il faut faire donc l'instruction out. L'instruction out, c'est 1110. On est tout en bas. Donc je vais à l'adresse suivante de ma RAM, à l'adresse 1, et on va stocker donc le out. Le out c'est 111 suivi de 0. Parce qu'il n'y a pas d'opérande. Il n'y a pas d'opérande. Voilà, donc je stocke 111 suivi de 0. Et après à l'adresse mémoire suivante, donc je vais en position 10, enfin 1 0 quoi. Et là je vais stocker un alt, le alt c'est 41 suivi de 4 0. Voilà. Je viens de stocker mon programme. Donc là on va refaire une petite vérification d'usage. À l'adresse 0, je exécute l'instruction 0101, c'est-à-dire c'est bien un LDI de la valeur 5. Ensuite, en position 1, je fais l'instruction 1110, c'est bien un out, donc ça va aller s'afficher sur l'écran. Et ensuite, à la dernière instruction, ici, je fais un alt, donc je vais bloquer mon horloge et ça s'arrêtera. Bien. Et bien maintenant, on va exécuter ça pas à pas. Donc pour ça... Juste une question rapide. Ouais. Ton out, il ignore les 4 derniers bits. Oui, parce qu'il n'y a pas d'opérande derrière. Il met donc, que le registre I dehors. Donc il en fait, voilà, en fait le out, il prend ce qu'il y a dans le registre A. Dans le A, pardon. En fait, typiquement, tu vois le out, tu le vois ici, donc ça, c'est ce qui va permettre, c'est toujours le tronc commun qui va permettre de décoder l'instruction. Ton out, il va prendre le registre A out et out register in. Donc en gros, il va te dire, toi, registre A, tu poses sur le bus,
te mets en position out, et toi tu te mets en position in, tu bouffes ce qu'il y a sur le Lecture. bus. Voilà. Donc c'est aussi con que ça. Alors, je vais me mettre en mode exécution de programme. On va réinitialiser tout. Et là, on est bon. Donc, qu'est-ce qu'on voit à ce stade ? Je suis sur mode horloge manuelle. Donc là, il ne s'est rien passé de spécial. On est, au moment où on se parle là, on est en memory register in et compteur out. Donc le compteur ici est en train de poser sa valeur sur le bus. Donc on commence à 0. Le compteur est là pour ça, pour nous dire où est la prochaine instruction. Elle sera donc à lire en position 0 dans la RAM. Donc le compteur est en train de poser un 0 sur le bus, vous ne le voyez pas, mais croyez-moi, il est là. Et memory register in, lui, il est en position d'écoute de ce qu'il y a sur le bus. Donc au prochain cycle d'horloge, quand je vais appuyer, lui est en train de poser un 0, et lui va absorber le 0 qui est là et se le mettre ici. Alors évidemment, on commence à 0, donc il ne va pas se passer grand-chose. Ça ne va pas être impressionnant, mais je vous montre quand même. Voilà, je viens de passer ici au deuxième cycle, au deuxième cycle de mon instruction. Et maintenant, on va exécuter. Donc si vous regardez, on est en train de faire un LDI 5. On est parti pour faire ça. Si vous regardez l'instruction LDI là, on a donc fait le memory register in, le counter out. Et maintenant, on est dans le deuxième cycle qui est donc ROIICE, autrement dit RAM out, registre d'instruction in, et on va incrémenter le compteur d'un cran pour le prochain coup. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait ? On est à l'adresse 0, on a bien stocké ça à l'adresse 0 tout à l'heure, et donc on est en position RAM out. Donc ce qui est dans la RAM ici, on dit à la RAM, tu le poses sur le bus. Et comme vous voyez, le bus contient très exactement ce qu'il y a dans la RAM. Le registre d'instruction ici est en position d'écoute. Au prochain cycle d'horloge, ce qui est sur le bus va descendre ici et donc va être ensuite interprété par le microcode qui est là. Et on en profite pour incrémenter au prochain cycle d'horloge le compteur au cran d'après. Il sera prêt pour le prochain coup. Ça ne dérange pas de le faire maintenant, on le fait, ça n'interfère avec aucun autre module, donc ce sera prêt pour le prochain coup. Donc là, quand je vais appuyer, ce qu'il y a sur le bus va venir s'installer ici, et on va passer le compteur à 1. Voilà. Donc l'instruction, alors pardon, avec la lumière on voit pas très bien. Je sais pas si on peut. Oui. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Ah bah voilà, reste devant, c'est parfait. Donc ce qu'il y avait sur le bus ici, la fameuse instruction LDI5 vient de descendre ici. Et le compteur vient de prendre 1. Il est prêt pour le coup d'après tout à l'heure. Et là on est en train d'exécuter la fameuse instruction LDI. Donc l'instruction LDI au troisième cycle, on voit que c'est un IOAI. Autrement dit, registre d'instruction en position sortie et registre A en position d'écoute. Et donc le registre d'instruction est un registre comme les autres, à ceci près que les 4 premiers bits ici qui contiennent l'instruction descendent dans les EEPROM. Les 4 derniers bits ici sont posés sur le bus, c'est uniquement les 4 derniers bits. Donc là je lui fais LDI 5. Et donc lui va au prochain cycle d'horloge enregistrer le 5. Donc le 5 qui est là va descendre ici. Dans le registre A. Voilà. Et voilà. Et donc on vient enfin de stocker 5 dans le registre A. Une fois qu'on a fait ça, si on regarde l'instruction LDI, les 2 autres cycles sont morts, on n'a rien d'autre à faire puisqu'on vient de faire le boulot. Le boulot c'était d'enregistrer 5 dans le registre A, c'est terminé. Donc j'ai 5 cycles, donc le cycle là il se passe rien, le cycle là il se passe rien non plus. Ok. On est parti pour un deuxième cycle, donc on va exécuter la deuxième instruction qui était maintenant, qui est le fameux out. Le out va prendre la valeur dans le registre A et la stocker ici l'afficher sur l'écran. Et ben on va recommencer la même logique puisque c'est toujours pareil pour les 2 premiers cycles. Le compteur ici est à 1. Donc, le compteur est en position, donc il nous rappelle qu'on va maintenant exécuter l'instruction 1, donc il est en position de sortie, ça s'affiche sur le bus, donc le 1 qui est ici est bien là. Et la mémoire ici est en position d'écoute, le truc d'adresse mémoire, donc au prochain cycle d'horloge, le 1 qui est là va venir ici. Et donc le compteur va le dire maintenant, tu regardes, tu vas exécuter l'instruction d'après. C'est donc ce qui va se passer. Le 1 vient de descendre ici. À l'adresse 1, on a stocké ça. Ça, c'est la fameuse instruction out. Et là, au deuxième cycle, on regarde ce qu'il y a dans la RAM, on le pose sur le bus pour que le registre d'instruction l'enregistre au prochain coup, avant de l'interpréter. Donc effectivement, ce qu'il y a sur la RAM est bien en position out, c'est sur le bus. Voilà. Et donc au prochain cycle, on va prendre ce qu'il y a sur le bus, le stocker dans le registre d'instruction, et on va en profiter pour augmenter le compteur pour le coup d'après. L'instruction vient de descendre ici, le compteur vient de passer au cran d'après, donc on est prêt pour la troisième instruction tout à l'heure. Et donc là, on exécute l'instruction qui consiste à... le out pur et dur. Et pour faire un out, on dit que
on prend ce qu'il y a sur le... Donc on fait un A, un AO et un OI. Donc le AO, c'est registre A out. Le registre A est bien en train de poser sur le bus sa valeur. Et lui, au prochain cycle, va écouter ce qu'il y a sur le bus et le décoder pour l'afficher là. Donc quand je vais appuyer, on va voir un 5 arriver ici. Voilà. Ouais. Une demi-heure pour ça. Là, t'es à 0,001 Alors. Hz. Oui, tu peux rajouter des zéros, à mon avis. Une fois qu'on a fait ça, on n'a pas terminé parce que l'instruction out, elle a 2 cycles morts aussi. Donc là, effectivement, il ne se passe rien. Il n'y a pas de ligne de contrôle puisque je n'active rien avec ça. Donc un cycle, 2 cycles, c'est mort. Et maintenant, on va attaquer la 3e instruction qui est le halt, qui va faire qu'on va arrêter l'horloge et que du coup, le programme va s'arrêter. Donc c'est pareil, memory in et compteur out. Donc le compteur se pose sur le bus, on a l'instruction suivante, et le registre d'adresse est prêt à écouter ce qu'il y a sur le bus. Donc voilà, on passe à l'adresse suivante. Là on voit qu'on avait stocké l'instruction alt ici. Donc la RAM est en position out et pose ça sur le bus en ce moment. Le registre d'instruction est prêt à écouter au prochain cycle ce qui va se passer, et on repassera au cran d'après ici. S'il y avait une 4e instruction, il n'y en a pas, mais au cas où, évidemment. Donc là, on vient de passer d'un cran, le registre d'instruction vient de prendre le halt, et le halt consiste, en fait, c'est une des lignes de contrôle qui vient toucher à une puce ici qui suspend, qui rend caduque toute forme voilà, qui bloque complètement l'horloge. Donc bah, là, je peux appuyer autant que je veux, c'est bloqué. Maintenant qu'on a fait ça, pas à pas, on peut réinitialiser la machine. Et on peut l'exécuter de façon automatique sans avoir appuyé sur le bouton. Ça va aller très vite. Voilà. Ouais. Donc on peut réinitialiser autant qu'on veut. On peut régler la vitesse ici avec un petit potentiomètre qui permet d'aller un peu plus vite, mais bon. Voilà. Pour overclocker le machin. Mais fort refroidisseur. Comme vous voyez, c'est assez déterministe. Et, Oui, visiblement. Oui. et ça n'a pas été une mince affaire. On arrive toujours à peu près. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, je peux vous proposer un programme peut-être un peu plus évolué, comme peut-être on peut s'amuser à faire un truc. Une question. Ouais. Toutes les instructions, en fait, il y a 5 cycles forcément. Donc, tu as des cycles perdus ou... Bah oui, Alors, là, regarde, celle-ci, les plus grosses, celles qui sont la plus c'est le add et le sub ici. Bah oui, Tu fais 5 cycles. Ouais. 5 parce qu'on s'est arrêté, je me suis arrêté à 5 lettres, 5 machins, mais en vérité on pourrait en avoir 8 sans faire beaucoup d'efforts ici. Du coup, quand il y a moins de 5 cycles, les cycles sont perdus. Quoi. Oui. Tu peux rien faire. Tu peux, alors certaines personnes sur le forum se sont amusées à créer effectivement une ligne de contrôle qui réinitialise le compteur de cycles. Ouais, du coup, Très bien, effectivement, tu gagnes du temps. Tu pourrais dire que là, le prochain, s'il y a 2 cycles morts, ou 3 cycles morts, le prochain, c'est un truc qui fait qu'on passe directement à la suite. Sans avoir fait un cycle d'accord. mort. Ok. Tu peux imaginer plein de choses. Je vais vous faire un petit démo, on va faire un petit programme rigolo. Est-ce que je peux t'emprunter un marqueur On va se remettre en mode programmation, on va revenir à l'adresse 0. On a dit que, donc à l'adresse 0, on allait stocker 0101 puis que des 0. 0101. Ouais, et que des 0. 0101 que des 0. Ensuite à l'adresse 1, on va stocker 31 suivi de que des 0. Voilà. Ensuite à l'adresse 2. 2 c'est mon 10 ici. On va mettre 001 0 0010 Et que des 1. et que des 1. Voilà. Ensuite à l'adresse Ouais, c'est ça. À l'adresse 3. 3, donc 3 c'est celle-ci. On va mettre 0110 0110 et 0001. 001. Voilà. Ouais. Ouais, c'est bon. Et enfin, Là, à l'adresse 15. à l'adresse 15, donc on est au bout de la RAM. On va les stocker un 1 par exemple, pour compter de 1 en 1. Ok, on regarde le programme une nouvelle fois. Donc là, je fais à l'adresse 0, je fais un LDI 0, donc je charge 0 dans le registre A. Ensuite, je fais un out, donc j'affiche sur l'écran. Ensuite, je fais mon add 15, donc là je fais l'instruction add, donc je lui dis tu as additionné au registre A ce qu'il y a à l'adresse mémoire 15. Et ensuite, je fais mon jump à l'adresse 1, donc je reviens à l'adresse 1. Et voilà. Et à l'adresse 15, j'ai bien stocké un 1. Si j'y arrive.
Ok. C'est bon. Je mets pas de halt à la fin puisque je fais un jump sans fin. Je réinitialise. Et je suis pas en mode programmation, excusez-moi, je fais de la merde. Hop, voilà. Je réinitialise, je me mets en mode programme. Voilà, et c'est parti. Et voilà, ça marche. Et donc on peut accélérer un peu le mouvement dans une certaine mesure. Voilà. Ça monte à 400, 400, à peu près. J'ai joué un peu sur les condensateurs là pour c'est un petit circuit RC en fait. Voilà. Magnifique. Merci. Alors, pour finir sur les possibilités de tout ça, là évidemment c'est rigolo, c'est ludique et on apprend beaucoup en faisant tout ça et on comprend mieux le fonctionnement de nos machines quoi, hein, puis la logique d'ensemble. Mais il y a toujours un petit côté magique à ça, regarde cette guirlande de Noël là. Les extensions possibles de tout ça, et beaucoup de gens se lancent dans des choses qui sont très, du coup, c'est de la créativité pure, c'est-à-dire que chacun a sa solution pour faire le truc. La première extension à faire, a priori, c'est la RAM, parce que 16 octets c'est très limitant. On voit ici que parce qu'on a 16 octets, on ne peut pas faire de programme de plus de 16 instructions. Donc déjà, ça ne permet pas d'aller très loin. Et puis on voit aussi que les instructions sont codées ici sur 4 bits. Donc du coup, sur 4 bits, ça me laisse la possibilité de faire que 16 instructions. Donc si on veut développer un truc un peu plus puissant, il est intéressant ici d'avoir donc 8 bits et donc 64 kg de RAM derrière. 8 bits pour pouvoir choper une adresse et la mettre et stocker donc 64 kg de programme. Ensuite ici il faut augmenter le compteur parce que si on veut pouvoir piloter 8 bits ici, il faut avoir 8 bits ici de compteur évidemment. Et de la même façon ici il faut réussir à décorréler le registre d'instruction pour pouvoir avoir du coup une instruction sur 8 bits et un opérande sur 8 bits. Et à partir du moment où on fait ça, ça multiplie le nombre d'épreuves ici et le nombre de signaux de contrôle. Quand on a fait ça, il y a un autre développement intéressant qui est d'augmenter les capacités de l'unité de calcul par tous les calculs qu'on peut trouver dans des assembleurs classiques, hein, des AND, des OR, des décalages, des choses comme ça. Et une fois qu'on a fait tout ça, on a de quoi faire un vrai assembleur avec peut-être une cinquantaine, une soixantaine d'instructions. Et il y a des gars qui sont amusés à faire ça et qui vont au niveau d'après. Il y a un gars qui a remplacé ça par un petit écran à cristaux liquides. Il s'est fait un petit joystick et il joue à Snake là-dessus. Voilà. On peut dire, on doit retrouver les vidéos. Puis ça s'allume. Ouais. Quand t'as ton téléphone Nokia qui marche plus, ouais, tu sais. Exactement. C'est pratique. Ouais, sauf qu'il bouffe un ampère. Ah, pas connecté. Le Wi-Fi, il est... Il est où son Wi-Fi? Il est avec son téléphone. Je vais essayer. Ouais, ça marche. Tiens, voilà, le mec est là. Il a fait son petit truc. J'aime bien regarder ça. Ouais, c'est rassurant. Je passe la publicité. Voilà. C'est très rudimentaire, hein, mais le mec joue à Snake là-dessus. Quoi. Un petit écran à cristaux liquides. Donc ça c'est mon objectif. Un petit casse-brique ou un petit... Il y a un peu de travail. Disons que progressivement tu y arrives quoi. Oui, étape par étape. Voilà. Et la magie de ce truc là c'est que tu peux brancher des modules, tu fous des fils, tu mets une breadboard à côté, tu fais des tests, quand ça marche tu enlèves ton module, tu remplaces. C'est totalement modulaire quoi. Si vous cherchez sur internet, vous avez des vidéos sur Ben Eater et des versions du truc, il y en a un milliard. Alors ce qui est très rigolo, alors ça s'alimente soit par micro USB, ça utilise un microcontrôleur ESP32, soit avec une alimentation 5 volts classique. Alors, il est éteint. Ouais, ça m'est déjà arrivé, c'était à la plus de festival, j'ai branché un contrôleur disquette et paf, un coup de carte. Ça pose des questions pour les photos?
Tu as posé la question pour les photos? Ah oui, j'ai oublié. Est-ce que tout le monde est d'accord pour paraître sur Facebook? Si on fait des photos et qu'on les publie sur le groupe Apple de France, par exemple, Facebook, est-ce que ça pose problème à quelqu'un? Non, Est-ce que quelqu'un est recherché en fait, c'est plutôt simple. Hein. Ça va, mon bracelet, il a Voilà. pas vibré, c'est bon. Non, mais voilà. T'as pas de refus, donc... Non, mais il faut demander avant. Quoi. De toute façon, c'est la même chose, j'imagine, pour les vidéos, etc. Sinon, Ouais. vous sortez votre calcul. Ouais, non mais t'as raison, j'ai pas pensé à poser la question. J'aime pas que tu es pas d'accord. Ah, Bah t'as qu'à lui mettre en Bah, forme. ouais. c'est ça. Donc là j'utilise un petit boîtier qui est très sympathique, qui je pense se trouve encore à pas cher, enfin pas cher, c'est facile à dire, moins cher que le RetroTIP, certainement. C'est Extreme qui fait des convertisseurs qui sont vraiment très performants, c'est professionnel. Et par exemple celui-là c'est le DSC 301 HD, donc il prend plein de choses en entrée, de la vidéo composite, RGB, composante, HDMI, et ça sort en HDMI. Et donc ça, par exemple ici, je peux vous afficher l'Apple II. Ou pas. Normal. Ça marche pas parce que c'est pas Il branché. est éteint l'écran, non? Il a tellement peur de te faire sauter qu'il ne mange plus rien. Voilà. Ah. Ouais. Donc, c'est là qu'on voit que y a beaucoup de personnes qui pensent que l'Apple II sort uniquement du monochrome, par sa sortie composite, mais alors pas du tout. Oui, bon, ça va. Ça sort pas le 50 Hz, c'est marqué là. Voilà. Donc la configuration de cette interface est assez rigolote parce que avec le soleil, je vois pas grand-chose. En fait, on fait démarrer le firmware de l'interface parallèle par paire dièse 1. Il faut que je l'allume aussi. Ça fait trop de classe. Ils ont roulé. C'est un échec scolaire, c'est une réussite différée. Vous avez déjà vu ce message là, notre Ah non, celui-là il est nouveau. Hier c'était aussi. c'est la première fois. Pierre Diazin, si, on l'a déjà vu. Oui, mais maintenant Ah. c'est les. Bon alors, là l'interface est connectée, c'est-à-dire qu'il a gardé la configuration d'hier quand la LED est verte. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a un petit bouton pour passer en mode commande, et donc on envoie, je peux lui envoyer des instructions. Et par exemple, pour se connecter au réseau Wi-Fi, on tape SSID. Bon, moi par exemple, mon réseau Wi-Fi c'est le partage du téléphone, JSNet. Ça c'est normal, ça c'est l'Apple II qui renvoie ça, mais la petite carte a bien reçu une instruction. Et le SSID, pardon. Alors, J'espère qu'il ne va pas le prendre deux fois. Et le password, qui est, je me souviens. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on sait si la commande est bien passée, si ça passe au vert, oui, il a bien accepté. Et après, il faut redémarrer. Et normalement, ça se reconnecte. Voilà, le vert, c'est connecté. Ah, sinon là, on peut démarrer. Ben, on va prendre comme exemple PrintShop. Donc une fois que cette interface est connectée au même réseau que le PC ou le Mac qu'on utilise pour la... Il faut que tu reconfigures comme ça à chaque fois que tu allumes l'Apple ou ça garde... Non, l'interface garde la configuration. Tant qu'elle est alimentée ou Non, tant que c'est dans une mémoire Non, mais flash, hier j'ai eu un comme ça. souci, je sais pas pourquoi ça n'avait pas gardé. Mais là, si tu éteins, il garde la configuration. Il y a une mémoire C'est maintenant. stocké dans Sur la flash. sur le web, sur Dans la flash du contrôleur. Ouais, c'est fixe. Hein, c'est un truc. Oui, c'est un contrôleur, c'est un ESP32, donc C'est stocké sur la flash. il y a la flash dedans. Même si, parce que là il n'est pas à jour le firmware, je n'avais pas le bon câble, hier je vais essayer tout à l'heure. Donc pour mettre à jour le firmware, par contre il faut installer, faut avoir Python, il faut installer Pip et il faut installer
Donc Pips, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour installer des bibliothèques Python. C'est un utilitaire qui n'est pas installé par défaut. Et il faut installer aussi ESP Tools pour le microcontrôleur. Et donc après, on peut mettre à jour le firmware avec un câble micro USB classique, qui peut aussi servir d'alimentation d'ailleurs. Et éviter d'alimenter, enfin de brancher 2 alimentations en même temps, ce que j'ai fait hier, mais j'ai rien cramé. Voilà, donc une fois que le boîtier est connecté au réseau, on peut y accéder par l'adresse newprint.local. Donc là, je rafraîchis. Et c'est bon. Bascule pour qu'on voit. Ce que tu vois, tu le peux mettre là. Ah pardon, excusez-moi. J'ai l'impression qu'on ne connaît pas très Voilà, là je suis connecté. Donc il m'affiche une espèce de papier à picot là. Listing. Papier listing. Je sais pas si tout le monde a connu ça. Ouais. Il y avait du très Ah oui, il y avait des bandes vertes. Ouais, vertes et blancs. Ouais. Oui. Encoding Apple IIe et format, en l'occurrence, print shop. Ensuite, je retourne sur l'Apple II que je dois quand même configurer. L'ImageWriter 2 avec 4 couleurs, donc noir, jaune, bleu et rouge, et noir. La Grapper Plus, donc dans le slot 1, un seul lecteur de disquette. Ça c'est pour les disquettes de librairie de PrintShop. Et là je fais return pour tester l'imprimante. Donc je repasse sur l'écran. Et on voit la ligne de test de PrintShop. Ouais. Bon, return pour sauvegarder. Ah oui, c'est assez long. Alors ça fonctionne avec un W-Drive. Et là, par exemple, on va imprimer. Alors, on va pas prendre un truc trop long, Banderole, par exemple, parce que en fait, c'est la même vitesse qu'une imprimante matricielle. Donc, on ne peut pas m'attendre. Donc, on va sans le faire bruit. ça, le sign, par exemple. C'est dommage qu'il n'y a pas de bruit. Ben oui, moi ça me manque. Ouais, c'est vrai que ça manque. Ils auraient pu mettre le bruit. Donc là, ça charge. Hein. On n'entend pas le lecteur de disquette, mais ça charge. On va faire le bruit pendant. On va faire le bruit pendant que ça appuie. 3, 4. Attends, on va faire. Ah. Hop. Là, je vais mettre des fleurs. Je vais choisir une image. Voilà. A2FF. Alors là, j'ai même découvert des choses. Enfin, je ne sais pas si je m'en souviens, mais j'ai découvert des options dont je ne me souviens pas de l'époque. On peut mettre le texte en 3D. Ah ouais. Ah oui, vas-y. La dernière version PrintShop. Je crois que c'est la dernière version couleur. Ouais. Ah, merci. Merci. Faut être synchro avec la ligne. Hein. Il faut, Faut que tu sois synchro avec la ligne. Là, je arrive sur 3 Pardon. Voilà. Bon, on va imprimer ça direct. direct. Vous vous souvenez
Allez, c'est parti. Ah non, parce qu'il faut qu'il réfléchisse avant. Oh là là. Ah bah oui, c'est le temps que lui il le crée. Non, là, il charge. Il va charger les graphiques, là, je Il va pense. mettre thinking. Ouais, il va mettre thinking. Ouais. Ouais, il est en train de charger. Parce que sur le WDrive, Ouais. on voit la position de la tête du floppy. On voit les déplacements de la tête. Non, t'as pas basculé. Ah Ouais. Le bruit, s'il vous Donc plaît. là, on voit bien les couleurs, parce que quand il fait du vert, il commence par imprimer du jaune. Ah oui, il faisait, il superposait les Il fait couleurs. les passes. Ah, t'as les primaires. Puisqu'en fait, il déplace la tête sur le ruban. Ouais, t'as les primaires. Si en magenta et jaune. Voilà. Et on attend. Alors, le dernier firmware qu'il a sorti, ça permet d'imprimer à partir de GSOS. Non, mais il y a ce type d'interface, je pense qu'il y a des choses à faire. Je pense qu'il y a d'autres idées à avoir. C'est vraiment une bonne idée. Voilà, bah c'est. Après, ça, tu peux le sortir En PDF, c'est un PDF. En PDF. Tu vois, tu le sauvegardes en PDF. Donc tu peux l'imprimer, tu peux coller du ou mettre un mosaïque. Ouais. Ça va beaucoup trop bien. Oui. Merci, ça. C'est pas aussi rapide, hein. Ouais, un peu rapide. On n'est pas synchrone. Il va overclocker l'imprimante. On avait le temps quand même avant. Hein. Bah, On savait apprécier les bonnes choses. on s'est laissé le temps. Donc ceux qui veulent le PDF, vous revenez demain. Parfait, je pense. Que ça quand même. Le PDF, il peut gérer en temps réel, je pense. Là. Et parce que tu finis, il n'y a plus de bleu. Ouais, il n'y a plus de bleu. Bon, je sais pas ce que je peux vous dire encore à propos de cette interface, mais voilà, je trouve ça sympa. Bravo. Donc le but du jeu, c'est de faire des PDF de ça. Comme ça l'a sorti la Voilà, voilà. de nos jours, vu que t'es sur la vraie. Ouais, après, c'est sympa, mais. En plus, on n'en fabrique plus. Donc. Oui. Alors les rubans noirs, si, c'est les couleurs. Ouais. Dans ce qui elle est plus fabriquée l'interface alors, mais il la vendait combien 12 000 €. Genre 40 ou 50 $. Non, Ouais, c'est un ESP32, ça va pas être trop compliqué. C'est là ce qu'il faudrait qu'ils foutent les schémas en. Oui. Si le firmware, c'est pas le problème, puis le schéma, c'est pas très compliqué son truc. Hein. je sais pas ce qu'il dit. Ouais, c'est des composants classiques. Ça peut être rigolo aussi d'imprimer des listings basiques. Ouais. Ouais, ce qu'il te faut de Grapper plus. Grappler plus. Pas forcément. Pas forcément. Ça passe sur les autres. Si tu as une. Je pense. Enfin, j'ai pas fait le test. On va essayer avec une autre. Mais si tu as. En fait, c'est toutes les interfaces un peu évoluées. Si c'est une interface parallèle simple, je pense que ça va pas fonctionner. En fait, je pense tout simplement qu'il faut une interface compatible avec l'image Writer 2. Je crois que l'image Writer 2, c'est du série. Enfin, qu'il laisse passer de tout ce qui est graphique. Et c'est compatible TRS-80 en mode texte uniquement parce qu'il n'y a pas les drivers qu'il faut pour. Parce que le firmware n'est pas fait pour le. Je pense qu'il faut le faire évoluer. Hein. Je sais plus du tout combien j'ai payé. Et en fait, Je pense qu'avec ce que tu as acheté, c'est la carte qui est dans l'Apple 2 ou c'est une carte grappler classique et à la sortie. Ah non, c'est une carte grappler classique. C'est juste la petite carte. C'est juste la petite carte que tu branches à la place de là où brancher les imprimantes. Que tu branches à la place de l'imprimante.